Hop, je lance Panto. Ok. Il faut que tu partages avec quelqu'un sur partage. Bon, ben je lance. Voilà. Tu demandes est-ce que tout le monde voit le slide? Est-ce que tout le monde voit bien les slides? Oui, c'est bon pour moi. Voilà, encore mieux. C'est l'écran. On va juste demander à tous les membres du jury à distance de couper leur micro pendant la présentation, ce qui évitera les interférences pour Florian. Et si jamais il y a un moindre souci, vous me l'écrivez dans la conversation sur le côté, je suivrai la conversation au cas où il y a un problème de connexion ou des choses comme ça. Ok. Merci Marc. Bon, donc j'ai l'honneur d'être présidente de ce jury. Je vais commencer par présenter tout le monde. Alors, du coup, on ne voit plus Moi, je peux... les membres du jury. Alors, tout d'abord, Safia Kedat-Sidou, qui est professeur des universités au CNAM et qui était rapporteur de ta thèse. Michael Poss, qui est chargé de recherche HDR au LIRM à Montpellier. Christian Artigue, directeur de recherche au LAS à Toulouse. Patrick Jaillet, qui est professeur au MIT aux États-Unis. Ensuite, Adrien Gueffron, donc maître de conférence HDR à l'Université d'Angers. Et puis tes encadrants, André Rossi, donc professeur des universités à Paris-Dauphine. Marc Sevaux, professeur des universités à l'Université Bretagne Sud, et puis moi-même, Christelle Jutien, professeur à l'Université d'Angers. Donc tu as 40 ou 45 minutes pour présenter ton travail, et puis ensuite nous poserons les questions. D'accord, merci. Donc alors merci de cette introduction. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, je vais peut-être enlever le masque, peut-être m'entendre mieux, je sais pas. Tu es à combien? Tu as 3 mètres? Ouais, là ça va. Bon. Alors, je vais vous présenter les travaux que j'ai effectués au cours de ma thèse. Donc, l'intitulé, c'est l'optimisation d'ensemble de capteurs pour le suivi et la recherche de cibles. Alors, cette thèse est effectuée sous la direction d'André Rossi de Marc Sevaux au sein du laboratoire de l'ERIA à l'Université d'Angers. Alors, je tiens au passage à remercier Patrick Jaillet qui m'a permis de passer aussi 2 mois au LITS au MIT. Donc, le plan de cette présentation il est relativement simple. Dans un premier temps, je vais vous présenter les ensembles de capteurs, alors avec des généralités, quelques exemples et illustrations. Ensuite, je vais vous présenter les travaux effectués au cours de ma thèse, donc 3 parties pour 3 chapitres. Dans la partie 1 et la partie 2, on va parler du problème de surveillance de cible que je vais introduire au début de la partie 1. Et ensuite, dans la partie 3, je vais présenter le problème de recherche de cible et que je vais aussi étendre. Enfin, je présenterai une brève conclusion avec surtout des perspectives avancées. Alors, les ensembles de capteurs. Qu'est-ce qu'un capteur? C'est tout simplement un appareil qui va récolter des données sur son environnement. Ça peut être de la lumière, de la pression, du son, des vidéos, etc. en fonction de ses composantes. Le capteur, il peut être mobile, il peut être fixe, il peut récolter des données et les traiter ou juste les transférer. Il peut fonctionner sur batterie ou être branché à un réseau. Bref, il existe de nombreux types de capteurs différents pour tout autant de missions. Alors sur ce diapo, j'ai 2 exemples complètement opposés. Je vais l'enlever parce que... On a d'un côté les petits capteurs. Alors ici, ce sont des capteurs qui vont fonctionner sur batterie, qui ont l'avantage d'être peu chers, d'être facilement, on va dire, modulables. On peut vraiment leur brancher les composantes dont on a besoin. On voit ici qu'ils ont plusieurs petits ports. Donc ces capteurs, généralement, on va les déployer dans des zones éloignées. Ils vont fonctionner avec des batteries et déployés en très grand nombre. Et l'avantage d'un tel ensemble de capteurs, c'est que les capteurs, ils peuvent être défaillants, ils peuvent être détruits, volés, cassés, etc. L'ensemble de capteurs pourra continuer sa mission. Alors de l'autre côté, on a donc l'exemple opposé, j'ai envie de dire. On a un drone équipé d'une caméra. Donc ici, on est sur un type de capteur qui est déjà beaucoup plus coûteux, beaucoup plus dur à mettre en place. Il va falloir lui programmer un certain logiciel qui lui permettra de prévoir ses déplacements, par exemple. Donc tout de suite, on est sur un type de capteur pour des missions généralement dans des zones qui ne sont pas à risque, avec un plus faible nombre de capteurs, évidemment. Alors, les capteurs sont souvent déployés sous forme de réseau, c'est-à-dire que chaque capteur est équipé d'un module de communication sans fil qui lui permet alors, soit de transmettre directement ces données à d'autres capteurs à portée, soit de recevoir des données d'autres capteurs. Alors, le but d'un tel réseau va être de transmettre l'ensemble des données que les capteurs vont récolter à une station de base, ici représentée en vert, qui est présente dans la zone, donc à portée d'au moins un capteur, et qui va pouvoir transférer l'ensemble des données qui vont être récoltées vers un opérateur, par exemple, situé en dehors de la zone, donc qui nécessite une communication beaucoup plus éloignée.
Alors, quelques exemples d'utilisation d'ensemble de capteurs, donc des exemples concrets qui sont déjà mis en place. Par exemple, la prévision des éruptions volcaniques. Il nous suffit de plusieurs capteurs sismographes répartis autour d'un volcan pour prédire les éruptions volcaniques imminentes. Ou encore la surveillance de l'usure de ponts, donc ces ponts composés de filins d'acier, lorsqu'un filin y cède, il émet un ultrason et à l'aide d'un ensemble de capteurs, on peut donc calculer l'usure du pont en récoltant tous les ultrasons émis. Alors je vais maintenant vous parler du problème de surveillance de cible. Donc ici, on est sur une zone qui est soit inaccessible, soit dangereuse d'accès. Ça peut être le cas d'une zone touchée par une catastrophe naturelle ou par un conflit militaire. Donc on ne va pas prendre le risque d'y déployer nos capteurs, des humains. On va justement y déployer un ensemble de capteurs. Dans cette zone, il va y avoir une ou plusieurs cibles mobiles que l'on va devoir surveiller, c'est-à-dire récolter des données sur ces cibles et transmettre l'ensemble des données récoltées à la station de base. Alors, dans la partie 1, on va traiter du problème d'ordonnancement robuste. Donc, on va considérer que les trajectoires de nos cibles sont partiellement connues, donc estimées, c'est-à-dire que l'on va connaître exactement la trajectoire spatiale, on va savoir par où vont passer les cibles. Cependant, on n'aura que des estimations de leur date de passage. Elles peuvent être en retard ou en avance. Alors, ça peut être tout simplement le cas d'un véhicule terrestre qui va suivre une route. On sait que le véhicule ne va pas quitter la route. Ça peut être le cas d'un train qui va suivre les rails, etc. Donc, nous, ce que l'on va faire, c'est chercher à couvrir des avances et des retards les plus importants possibles. Alors pour cela, on va chercher à produire un ordonnancement, c'est-à-dire planifier à l'avance ces activités des capteurs. Les activités sont soit un capteur il est activé pour récolter des données, soit il est activé pour transmettre des données, soit il est activé pour recevoir des données d'un autre capteur. Avec un ordonnancement, on va pouvoir n'activer un capteur que pour les activités qui lui sont nécessaires et donc ainsi évidemment économiser l'énergie dans le réseau. Alors évidemment, on cherche une couverture constante des cibles, c'est-à-dire produire une surveillance constante et transférer l'ensemble des données qui seront récoltées. Alors ensuite, je l'ai mentionné précédemment, notre réseau est déployé dans une zone éloignée avec des capteurs qui fonctionnent sur batterie. Donc si l'on souhaite pouvoir réutiliser notre réseau pour des missions futures, il faut évidemment économiser l'énergie pour avoir à la fin suffisamment d'énergie dans nos batteries. Donc ici, on va ajouter la contrainte suivante. On ne veut pas à un instant T avoir plus d'un capteur activé pour surveiller la même cible, ce qui va en fait forcer l'économie d'énergie, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un instant T où 2 ou 3 ou 4 capteurs par exemple sont allumés pour surveiller une même cible, car ça récolte des données redondantes et évidemment gaspille de l'énergie. Alors toujours dans cette optique de réutilisation du réseau pour des missions futures, on laisse aux décideurs l'opportunité de définir ce que l'on appelle des zones d'intérêt. Donc une zone d'intérêt, ça peut être un pont, ça peut être les alentours d'un bâtiment important, ça peut être une zone de passage obligatoire. Bref, ça va être une zone où l'on estime que dans le futur, il y aura des cibles qui vont se déplacer et dont on souhaite économiser l'énergie dans le réseau pour favoriser la surveillance de ces zones d'intérêt. Donc il va y avoir plusieurs priorités pour les zones d'intérêt. Les zones de rang le plus élevé seront les zones les plus prioritaires que l'on va optimiser en première et en allant ainsi de façon décroissante jusqu'aux zones évidemment les moins prioritaires. Alors une petite illustration, on a ici 3 capteurs avec les disques jaunes représentant leur rayon de surveillance. On a dans cet exemple une cible qui va suivre le trajet de la flèche noire. Alors on sait que la cible va suivre exactement ce trajet, par contre elle peut être en avance ou en retard par rapport à des dates qui nous sont données. Les capteurs sont évidemment capables de communication, donc seulement aux appareils qui sont à l'intérieur de leur disque de communication en gris. On voit la station de base B ici, et dans cet exemple, seul le capteur 1 peut transmettre les données à la station de base. Donc si 3 récolte des données, il transmet à 1 qui transmettra à la station de base. Voilà, et 2 zones d'intérêt. Ici, on a une petite zone d'intérêt de rang 2, ça va être la zone la plus prioritaire. Donc on va chercher d'abord à maximiser le temps de couverture qu'on garantit de cette zone d'intérêt en premier. Et ensuite, on a la zone d'intérêt de rang 1, donc moins prioritaire, c'est la grande zone ici. Alors, vous avez sans doute pu le deviner maintenant, mais on a un problème qui est multi-objectif avec un ordre lexicographique. Alors, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va régler le problème P1, où on cherche à maximiser le rayon de stabilité ρ. C'est-à-dire que l'on va garantir la couverture de toutes les cibles tant qu'il n'y a pas de retard ou d'avance supérieure à ρ. Donc évidemment, plus ρ est grand, plus les retards et les avances encaissées sont importants, donc mieux on surveille nos cibles. Ensuite, on a le problème P2. Donc P2, c'est maximiser le temps de couverture que l'on garantit dans les zones d'intérêt. Donc ici, en réalité, on a plusieurs fonctions objectifs. On va d'abord avoir la fonction objectif pour le rang le plus important, le plus prioritaire, et en allant comme ça, une fonction objectif par rang jusqu'au rang le moins prioritaire.
Enfin, on a le problème P3. Donc P3, c'est tout simplement minimiser l'énergie qui est consommée. Donc lorsque l'on aborde ce problème, on cherche à produire un dernier ordonnancement qui garantit la valeur optimale de ρ, qui garantit les temps de couverture qu'on a trouvés dans les zones d'intérêt et qui minimise l'énergie consommée. Alors les contributions de cette partie, on les a axées en 4 points. Donc dans un premier temps, on a étendu les travaux précédents sur l'ordonnancement robuste pour prendre en compte plusieurs cibles en même temps. Et on a aussi ajouté donc la communication, c'est-à-dire non seulement router l'information dans le réseau et prendre en compte l'impact énergétique de ces communications. Donc ces 2 premiers points ont évidemment changé un peu la nature du problème, ils l'ont rendu plus général mais un peu plus complexe. Donc la méthode de résolution derrière, on a dû évidemment l'adapter elle aussi. Ensuite, on a introduit aussi l'optimisation long terme, donc ce sont les problèmes P2 et P3, les zones d'intérêt et l'économie d'énergie. Et enfin, on a introduit une nouvelle borne supérieure pour le rayon de stabilité que je n'aurai pas le temps de présenter aujourd'hui. Donc ces travaux ont été présentés à REDEF 2018 et on a publié dans Computers and Operation Research un article. Alors la discrétisation. Donc, pour résoudre notre problème, on va devoir passer par une étape de discrétisation, c'est-à-dire qu'on va transformer les données géométriques en des données discrétisées, c'est-à-dire la position des capteurs, le trajectoire de la cible, etc. On va les transformer dans des données que l'on pourra utiliser lors de notre résolution. Donc ici, on a étendu les travaux précédents de Charlie Lersto, André Rossi, de Marc Sevaux, que l'on a évidemment adapté aux cas multicibles, aux communications et au point de vue long-termiste, c'est-à-dire zone d'intérêt. Alors pour cette présentation, il y a juste la définition d'une phase qui est important à comprendre pour comprendre la discrétisation. C'est tout simplement une phase est un ensemble de points qui peut être surveillé par un même ensemble de capteurs. Donc dans notre illustration, il y a seulement 4 phases qui nous intéressent. On a donc l'ensemble des points dans l'espace couverts uniquement par le capteur 1, c'est la zone représentée en marron ici. Donc c'est la phase 1, on a la phase 1, 2, l'ensemble des points couverts uniquement par le capteur 1 et par le capteur 2. On a 1, 2, 3 et 2, 3. Donc à l'aide de cette définition de phase et à l'aide de la trajectoire estimée de la cible, on va pouvoir obtenir des fenêtres de temps où la cible est attendue dans chaque phase. Par exemple, entre 0 et 6 secondes, la cible est attendue dans la phase 1, entre 6 et 14 dans la phase 1, 2, etc. Donc ce que l'on va voir maintenant, c'est qu'en augmentant notre rayon de stabilité, on autorise la cible à être en avance ou en retard dans chacune des phases qu'elle va traverser. Donc on va voir certains instants où on va devoir couvrir une phase car la cible peut être suffisamment en retard pour rester dans cette phase, ou couvrir une autre car elle est suffisamment en avance. Exemple. On regarde l'instant t égale 10 secondes. Si l'on considère un rayon de stabilité nul, donc l'on souhaite couvrir la cible uniquement pour sa trajectoire estimée, on estimait à l'instant t que la cible sera au niveau du point rouge ici, donc dans la phase 1-2. Alors à l'instant t, soit le capteur 1, soit le capteur 2 sera atténué. Lorsque l'on augmente trop, on va arriver à une certaine valeur, ρ égale 4 secondes, à partir de laquelle, à l'instant t, on va devoir couvrir 3 phases. La phase 1, la phase 1-2, la phase 1-2-3. Pourquoi? Car l'on a autorisé la cible à avoir suffisamment d'avance ou de retard pour ne pas encore être arrivé soit à portée du capteur 2, soit être déjà arrivé à portée du capteur 3. Donc la cible se situe quelque part sur la trajectoire en rouge ici. Évidemment, si on augmente trop, on va augmenter cette trajectoire et donc devoir couvrir ces 3 phases. Et à l'instant t, il n'y a plus qu'un seul capteur qui est candidat. C'est le capteur qui peut couvrir ces 3 phases, c'est le capteur 1. Alors si on continue à augmenter ρ, on arrive à la valeur ρ égale 8 secondes, à partir de laquelle il n'y a plus de capteur candidat, car on a 4 phases à couvrir sans aucun capteur commun. Donc pour résoudre la maximisation de ρ, on va justement partir de cette observation qui est qu'en augmentant la valeur du rayon de stabilité, on va avoir un ensemble discret de valeurs à partir de laquelle il va y avoir changement d'ensemble de capteurs candidats associés à des fenêtres de temps. Donc ce que l'on va faire, c'est chercher quelle est la plus grande de ces valeurs pour lesquelles les ensembles de capteurs candidats restent réalisables pour leur fenêtre de temps associée. Donc pour cela, on utilise une méthode de dichotomie, avec à chaque étape de la dichotomie un système linéaire qui est résolu. Donc ici, en 1, on a des contraintes sur les batteries des capteurs, en 2, des contraintes sur le transfert des données, et en 3, tout simplement, l'ensemble des capteurs candidats d'une fenêtre de temps doit cumuler des activités qui sont égales à la taille de notre fenêtre de temps, ici delta JK. Alors si la valeur 1,25 a été retournée, c'est qu'on a d'abord tenté 1,5. 1,5 n'est pas réalisable, on tente 1,25. 1,25 est réalisable, donc on se retrouve avec un dernier intervalle 1,25, 1,5, où l'on sait que notre solution optimale se trouve et où l'on sait que les ensembles de capteurs candidats ne vont pas changer. Donc pour trouver cette dernière valeur, on peut résoudre un seul programme linéaire où l'on va maximiser delta de telle sorte que ρ est égal à 1,25 plus delta, et cette fois-ci delta ne va impacter que la taille des fenêtres de temps, et cela de manière linéaire. Donc voilà, une fois que l'on a résolu ce dernier programme linéaire, on a trouvé quelle était la valeur optimale de ρ que l'on pouvait trouver pour notre problème. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est tout en garantissant cette valeur optimale, chercher à maximiser
le temps de couverture que l'on peut garantir dans les zones d'intérêt. Donc encore une fois, on va utiliser la notion de face. Par exemple, dans ma zone de rang 2, la petite zone ici, si une cible apparaît dans cette zone, je sais qu'elle apparaît forcément dans la phase 1. Donc évidemment, je vais devoir garantir le temps le plus important possible dans la phase 1. Pour la zone d'intérêt de rang 1, c'est plus compliqué, car si une cible apparaît dans cette zone, elle peut rester uniquement dans la phase 1, ou uniquement dans la phase 2, ou uniquement dans la phase 3. Donc bref, il va falloir que chacune des phases de notre rang soit capable de garantir un même temps de couverture, qui va être un temps TL, que l'on va chercher à maximiser. L étant évidemment le rang, donc ici c'était 1. Alors pour résoudre et pour trouver cette valeur optimale, on va résoudre un programme linéaire par rang. Alors c'est ce programme, on récupère en fait le programme précédent, on fixe la valeur de delta à sa valeur optimale. Ce que l'on va faire, c'est ajouter une cible fictive à surveiller dans chaque phase de notre rang. Ces cibles fictives vont toutes passer un temps TL et c'est le temps qu'on va chercher à maximiser. Évidemment, il faut prendre en compte l'énergie nécessaire pour ces cibles fictives dans les contraintes des batteries, ajouter des contraintes de transfert de données pour en fait préserver dans notre réseau l'énergie pour ces cibles futures. Voilà. Enfin, le problème P3, qui est tout simplement la minimisation de l'énergie consommée. Il nous suffit de récupérer le dernier programme linéaire résolu, avec évidemment toutes les valeurs optimales fixées, et minimiser l'énergie consommée, ce qui revient ici à tout simplement minimiser les données qui seront transférées. Donc voilà, donc ça c'était la partie 1 de ma thèse. Maintenant je vais vous présenter la partie 2. Donc la partie 2 en fait c'est une extension naturelle de la partie 1. Tout simplement on s'est posé une question à la fin de la partie 1. C'est que se passe-t-il lorsque une cible a un retard ou une avance qui est supérieure au rayon de stabilité ρ. Ce que l'on sait c'est que si l'on ne réagit pas, notre mission, notre ordonnancement il va échouer, il va forcément perdre la cible. Donc ici ce que l'on va chercher à faire c'est produire une méthode dynamique qui va réagir donc dynamiquement au retard et aux avances pour essayer de couvrir plus longtemps les cibles. Donc ici, donc, ce sont les enjeux, une méthode qui nous permet de couvrir les cibles le plus longtemps possible, tout ça dans un contexte temps réel, donc avec des temps de calcul qui vont être de l'ordre de dixième de seconde. On ne peut pas se permettre par exemple de recalculer un nouvel ordonnancement, donc ce que l'on va faire ici, c'est réutiliser un ordonnancement de base, le réordonner et couvrir temporairement les cibles avec des solutions précalculées. Et enfin, on souhaite encore une fois offrir des garanties de performance, c'est-à-dire garantir que l'on couvre certains retards et certains avances. Donc ici, on a introduit la notion de rayon de stabilité dynamique delta. Donc encore une fois, comme ρ, on va garantir que notre méthode en ligne couvre tous les retards et les avances tant qu'ils ne dépassent pas delta, sauf que delta, cette fois-ci, est dynamique. C'est-à-dire que tant que l'on ne va pas dépasser cette valeur, on va pouvoir remettre en question notre méthode pour essayer de maximiser dynamiquement delta et de l'augmenter au fur et à mesure. Si cependant, finalement, il y a une cible qui a un retard ou une avance en dehors de delta, au lieu d'échouer la mission et d'arrêter, notre méthode elle va tenter tout de même de couvrir la cible sans aucune garantie de performance malheureusement, mais elle va quand même tenter de la couvrir et si elle est capable de la couvrir, elle va pouvoir recalculer une nouvelle valeur de delta qui de nouveau pourra augmenter tant qu'on ne la dépasse pas, etc. Alors les contributions de cette partie, on les a axées ici en trois étapes. Donc proposer une méthode qui détecte les avances et le retard par rapport à un ordonnancement initial avec un rayon de stabilité donné. On a proposé une méthode de réaction en ligne qui nous permet d'étendre la couverture des cibles pour des avances et des retards qui seraient en dehors justement du rayon de stabilité. Et enfin, on a le rayon de stabilité dynamique donc, qui nous permet d'avoir des garanties sur les performances de notre méthode en ligne. Alors ces travaux, encore une fois, étaient présentés à REDEF, donc cette fois-ci en 2019, et on a écrit un article dessus qui a été soumis récemment. Alors notre démarche pour résoudre ce problème est en 3 étapes. Alors, la première étape, c'est tout simplement produire l'ordonnancement prévisionnel que l'on va utiliser. Donc ici, on récupère en fait tout simplement l'ordonnancement résultant de la partie 1. On a ensuite le calcul de chemin de secours. Ce sont des solutions qui pourraient être utilisées temporairement pour couvrir une cible tant que l'ordonnancement n'est plus réalisable. Donc ces 2 premières étapes vont former ce que l'on appelle la partie hors ligne. Donc ici, les temps de calcul ne sont pas importants, la puissance de calcul non plus. On considère par exemple que l'ensemble des calculs est effectué par l'opérateur ici, en dehors du réseau, en dehors de la zone, en amont donc de la mission, avant que les cibles commencent leur déplacement. Une fois cet ordonnancement, une fois ces chemins de secours calculés, ils sont envoyés à la station de base qui va avoir pour rôle de les répartir dans le réseau et un peu, j'ai envie de dire, chapeauter notre ensemble de capteurs. Enfin, on a l'étape 3 qui est donc cette fois-ci la partie en ligne, donc adaptation aux retards et aux avances. Donc ici, les temps de calcul sont importants et l'on considère que ces calculs sont effectués par la station de base
qui a l'avantage donc d'être présente dans la zone, donc de pouvoir facilement récolter les données des capteurs et facilement leur transmettre de nouvelles instructions. Et on considère aussi que la station de base a une puissance de calcul de l'ordre à peu près d'un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Alors, un chemin de secours, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble de capteurs qui forment un chemin d'une phase donnée à la station de base pour y acheminer les données. Donc, par exemple, on va avoir le premier capteur de notre chemin qui va récolter des données sur la cible, qui va transmettre un second capteur, qui va transmettre un troisième capteur, jusqu'à ce que le dernier capteur du chemin transmette à la station de base. Donc chaque chemin de secours, on va lui affecter une disponibilité. C'est une durée de temps maximum d'utilisation que l'on autorise du chemin. Évidemment, cette disponibilité doit prendre en compte la batterie disponible des capteurs traversés. Par exemple, ce chemin de secours, il ne doit pas consommer plus dans le capteur 1 que la batterie du capteur l'autorise, évidemment. La disponibilité doit aussi prendre en compte l'ordonnancement prévisionnel. Donc, on doit prendre en compte que le capteur 1, par exemple, a certaines activités qui sont déjà prévues, donc pas consommer plus que disponible. Et enfin, la disponibilité d'un chemin de secours peut parfois aussi prendre en compte la disponibilité d'autres chemins. Par exemple, ici, on a un second chemin, 1, 2, 4 stations de base, et si l'on souhaite utiliser ces deux chemins en parallèle ou consécutivement, il va falloir que le capteur 1 et le capteur 2 aient suffisamment de batterie pour encaisser les disponibilités des deux chemins. J'ai oublié un dernier point. La puissance que va consommer un chemin de secours dans chaque capteur va dépendre de son rôle. Par exemple, ici, le capteur 1 il ne consommera pas pareil que le capteur 2, le capteur 3 ou le capteur 4. Pourquoi? Car c'est lui qui récolte les données et qui les transmet, alors que le capteur 2, par exemple, reçoit des données et les transmet. Alors, petit exemple de chemin de secours dans notre illustration. On souhaite trouver des solutions pour couvrir la cible temporairement si elle passe plus de temps que prévu dans la dernière phase. Donc imaginons la cible traîne un peu des pieds à la fin. L'ordonnancement initial avait déjà prévu un premier chemin pour couvrir cette phase. Donc s'il y a suffisamment de batterie dans ces capteurs, on peut imaginer, pourquoi pas, les réutiliser et donc avoir un premier chemin de secours. On peut imaginer aussi, pourquoi pas, utiliser des capteurs qui n'étaient pas prévus, par exemple ici le capteur 2, ou utiliser ce type de chemin de secours. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est un chemin qui va être dominé, donc pas intéressant à utiliser. Alors nous, en réalité, on définit deux types de chemins de secours. Dans un premier temps, les chemins de secours de type 1. On veut offrir des garanties de performance, c'est-à-dire que je veux être garanti que lorsque je couvre la cible dans une phase, car elle passe plus de temps que je n'avais prévu, donc en utilisant des chemins de secours, je vais être garanti d'avoir certaines disponibilités de chemins de secours dans les autres phases. Donc pour cela, à l'aide d'un calcul global, on va calculer des ensembles de chemins de secours de type 1 pour toutes les phases qui seront traversées, de telle sorte que lorsque j'utilise un type 1, je ne compromets pas les disponibilités de tous les autres chemins de type 1. Donc évidemment, je peux mettre en œuvre le rayon de stabilité dynamique car j'aurai des garanties sur le retard que je pourrais absorber dans chaque phase traversée. Ensuite, on a les chemins de secours de type 2. Je l'ai mentionné précédemment, si au final on a une cible qui a un retard ou une avance qui est au-delà de nos garanties de performance dynamique, on va avoir une approche de best effort, c'est-à-dire que l'on va tenter tout de même de couvrir les cibles. Donc dans ce cas-là, on ne va pas se soucier de retard ou d'avance que pourraient avoir les cibles dans le reste de leur trajectoire, on va juste tenter localement de couvrir du mieux possible la cible pour essayer de reprendre l'ordonnancement ensuite. Donc ici, on va utiliser des chemins de secours de type 2 qui sont calculés à l'aide de plusieurs calculs effectués pour chacune des phases traversées. Et évidemment, on ne participe pas au rayon de stabilité dynamique, car lorsqu'on utilise un chemin de type 2, on compromet les disponibilités des chemins des autres phases qui seront traversées après. Donc on les utilise qu'en cas de dernier recours, quand les types 1 sont épuisés. Alors le calcul de ces chemins de secours, je ne vais pas rentrer en détail car je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on résout simplement plusieurs programmes linéaires à la suite et que dans tous les cas, les chemins de secours ne compromettent pas les disponibilités, les activités de notre ordonnancement. Alors, maintenant, comment on réagit dynamiquement à une avance ou un retard? Donc j'ai repris notre exemple et je nous ai fourni un petit ordonnancement avec un rayon de stabilité de 1 seconde, donc représenté ici en gris. Alors, imaginons nous avons une alerte. Une alerte nous est donnée car la cible quitte la portée du capteur 1 2 secondes plus tôt que prévu. Donc, à partir du moment où l'alerte nous est donnée, on peut recalculer une nouvelle trajectoire estimée de la cible. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que ici, la cible sera perdue pendant 1 seconde car elle est qu'à portée du capteur 2 et 3 et pour nous, le capteur 1 est allumé. Donc pour pallier à ce problème, notre méthode va tout simplement décaler l'ordonnancement de 2 secondes. Donc on a une avance de 2 secondes, on décale de 2 secondes. Donc qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'en fait, avec cette méthode qui est relativement simple, on va toujours pouvoir adapter un ordonnancement réalisable à une avance quelconque.
En fait, c'est le cas d'un retard qui est problématique. Par exemple, une alerte nous est envoyée car la cible est au niveau du point rouge, elle n'est pas sur le point de quitter la phase 1 à instant t égale 5 secondes, donc on va avoir un retard qui va être supérieur au rayon de stabilité. Donc dans ce cas-là, la cible reste encore un temps que l'on ne connaît pas dans la phase 1, par exemple ici encore 2 secondes supplémentaires, avant enfin de la quitter. Et à partir du moment où la cible quitte la phase, on peut recalculer une nouvelle trajectoire estimée en fonction de ce qu'on avait déjà estimé précédemment. Donc ici, la solution que l'on propose, elle est simple. À partir du moment où l'alerte nous est donnée, on met en pause l'ordonnancement et on utilise des chemins de secours, les chemins donc de la phase 1 pour couvrir la cible jusqu'à ce qu'elle quitte cette phase. Une fois la cible en dehors de cette phase, on va pouvoir réutiliser l'ordonnancement là où on l'a arrêté, évidemment en décalant un petit peu les activités. Et ce que l'on voit, c'est que de nouveau, l'ordonnancement est adapté au reste de la trajectoire estimée de la cible. Donc pour résumer, on est capable de couvrir les avances et les retards tant qu'on a suffisamment de chemin de secours dans la phase où la cible serait en retard. Donc pour résumer le fonctionnement de l'algorithme en ligne, on part d'un ordonnancement prévisionnel, on part d'un ensemble de chemins de secours qui ont été calculés donc hors ligne, et on déroule l'ordonnancement normalement en détectant avance et retard. Si une avance ou un retard supérieur à ρ a été détecté, on a la politique de réordonnancement que j'ai présentée à l'instant, et dans tous les cas, on va passer par une dernière étape qui est une étape d'ajustement des disponibilités, c'est-à-dire que l'on va remettre en question les chemins de secours que l'on avait déjà calculés pour pouvoir, si possible, augmenter dynamiquement la valeur de delta. Donc cet ajustement des disponibilités, encore une fois, on va résoudre plusieurs programmes linéaires. Cependant, ce sont des programmes linéaires beaucoup plus simples car on va recalculer seulement les disponibilités, on ne va pas recalculer de nouveaux chemins. Donc ici, on aura très peu de variables de décision et très peu de contraintes. Donc en théorie, c'est adapté à un contexte temps réel. Et en pratique, ce que l'on a vu dans nos nombreuses expériences, c'est que c'était aussi adapté puisqu'on n'était jamais au-delà de quelques dixièmes de seconde pour un ajustement. Alors maintenant, je vais vous présenter la partie 3 de mes travaux. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que cette partie 3, je l'ai commencée lorsque je suis arrivé au MIT. Donc, en fait, elle n'a aucun rapport avec la partie 1 et la partie 2. On est sur un problème qui est différent, avec des types de capteurs différents, par exemple des capteurs mobiles. Donc, la mission, elle est simple. L'objectif est de localiser une cible mobile qui se cache dans une zone délimitée. Et pour cela, on utilise un ensemble de capteurs qui, eux aussi, sont mobiles. Donc la fonction objectif, c'est tout simplement minimiser la probabilité d'échouer la mission, donc de ne pas détecter la cible à la fin de l'horizon de temps donné, donc une approche qui est probabiliste. On va partir du fait qu'on nous a donné une répartition de la probabilité de présence de la cible dans la zone, donc peut-être que la cible est plus probablement dans cette zone que dans une autre. On cherche à produire comme solution, c'est une planification de la recherche de nos capteurs, donc prévoir quels seront les déplacements effectués, quels seront leurs temps de recherche dans certaines parties de la zone. Évidemment, avec des ressources temporelles qui sont limitées. Par exemple, on a 1 heure pour trouver la cible, donc il faut une recherche en 1 heure. L'efficacité de la recherche est hétérogène. Par exemple, une forêt ou une montagne, c'est difficile à chercher car c'est difficile de se mouvoir et la visibilité est mauvaise, alors qu'une plaine, au contraire, c'est très simple à fouiller. Enfin, notre ensemble de capteurs est hétérogène, ils n'ont pas tous la même ressource temporelle et pas tous la même efficacité. Ça peut être le cas, par exemple, d'un hélicoptère. Il ne sera pas disponible les 20 premières minutes de la mission, le temps qu'il décolle et qu'il arrive sur place. Par contre, une fois sur place, il sera très efficace pour fouiller les plaines, pour fouiller les routes. Par contre, il ne pourra pas fouiller les forêts, évidemment. Alors, une petite illustration, on a Charlie de Où est Charlie qui est parti se promener à Montpellier. Alors pourquoi Montpellier? Car Charlie était à Rodez cette année, qui a trouvé ça chouette. Il a décidé d'y retourner en tant que touriste. Alors on va avoir des probabilités qui nous sont données, que comme Charlie est un touriste, Charlie a des probabilités élevées qu'il se trouve dans un hôtel, à la gare, dans les lieux touristiques, etc. Et évidemment, des probabilités très faibles que Charlie se trouve dans les zones résidentielles, dans les zones excentrées plus globalement. Pour trouver Charlie, on a confié un projet de recherche à 3 étudiants. On a un étudiant qui est à pied, un étudiant qui est à vélo et un étudiant en voiture. Chaque étudiant a une efficacité de la recherche qui va dépendre de la zone recherchée. Par exemple, pour un bâtiment, c'est l'étudiant à pied qui est le plus efficace. L'étudiant à vélo n'est pas très efficace car il doit traîner son vélo à l'intérieur du bâtiment. Et l'étudiant en voiture n'est pas efficace, il ne peut pas fouiller le bâtiment, donc efficacité de 0, car il ne souhaite pas payer le parking. Le type de solution que l'on souhaite trouver, c'est la suivante. Donc prévoir les recherches de nos capteurs. Par exemple, demander à l'étudiant à pied de commencer sa recherche au Planète Océan, de passer 20 minutes à rechercher Charlie là-bas, ensuite de se déplacer vers le château, de passer 10 minutes au château, etc.
Charlie, on ne va pas connaître évidemment ces déplacements. Ce que l'on va avoir, c'est certaines probabilités que Charlie effectue certains itinéraires. Par exemple, une probabilité donnée que Charlie commence sa journée à l'hôtel, qu'il part à 9 heures pour aller au Planète Océan, qu'il arrive au Planète Océan à 9h30, qu'il passe 30 minutes là-bas, etc., etc. Et évidemment, ce que l'on souhaite, c'est au final avoir l'un de nos chercheurs qui recherche Charlie dans un lieu au moment où celui-ci y est. Alors, les données du problème vont être discrétisées. Donc, tout simplement, la zone de recherche va être découpée en ensemble de cellules disjointes. Donc, en fait, on va faire un quadrillage de la zone. Chaque case est une cellule qui va être homogène dans sa recherche. Donc, même probabilité de présence de Charlie n'importe où dans la cellule et même efficacité de la recherche des capteurs. Le déplacement de la cible va ainsi pouvoir être discrétisé en périodes et en cellules. Donc, par exemple, sur un trajet de 1 heure, on va considérer 6 périodes de 10 minutes. Et dans chacune des périodes, Charlie se trouvera dans une cellule. Donc, il ne se déplace entre cellules qu'en changeant de période. Les capteurs, eux aussi, vont se déplacer de cellule en cellule. Et dans chacune des cellules où un capteur va s'arrêter, il va pouvoir passer un certain temps de recherche. Évidemment, les ressources temporelles sont limitées par période. Donc, si on parle de période de 10 minutes, on a maximum 10 minutes de temps de recherche. Cependant, la recherche des capteurs va être continue sur l'ensemble des périodes. Il n'y a pas d'arrêt de la recherche à la fin d'une période, il n'y a pas de retour à un dépôt. C'est-à-dire que l'on peut avoir, par exemple, un capteur qui commence la recherche d'une cellule en période 1 et qui finit la recherche de cette même cellule en période 5. Ou on peut avoir un capteur qui commence un déplacement en période 1 et qui finit ce même déplacement en période 3. Donc, évidemment, cela va complexifier le problème. Alors, je vais maintenant vous présenter un petit exemple de discrétisation. Alors, dans le reste de cette présentation, je vais utiliser un exemple avec un seul capteur et une cible fixe, tout simplement car c'est beaucoup plus visuel. Cependant, tous les travaux que j'ai effectués considèrent évidemment plusieurs capteurs et une cible mobile. Donc ici, Montpellier est discrétisé en ensemble de cellules. Donc ce sont les cases ici représentées. Plus une cellule est verte foncée, plus la probabilité de présence de la cible est élevée. Et le type de solution que l'on recherche est la suivante. Donc prévoir les déplacements de notre capteur et les temps de recherche. Ici, toutes les cellules marquées d'un disque rouge est recherchée par le capteur. Plus le disque est large, plus le temps passé est important. Et évidemment, on a prévu en bleu les trajets que va effectuer le capteur entre chaque cellule. Donc ce qui est important de comprendre, évidemment, c'est que si on a un budget de temps de 1 heure donné, il faut que la somme des temps de recherche ici en rouge plus la somme des temps de déplacement en bleu soit compris dans l'heure. Alors parlons un peu de la fonction objectif. Donc la fonction objectif, c'est tout simplement minimiser la probabilité de non-détection. Donc ici, ça va être, pour la cible fixe, minimiser la somme pour chaque cellule de la probabilité de présence de la cible dans la cellule fois la probabilité conditionnelle de non-détection. C'est-à-dire la probabilité de ne pas détecter la cible dans la cellule si celle-ci s'y trouvait. Donc cette probabilité prend la forme d'une exponentielle de moins la somme pour chaque capteur de la ressource investie par le capteur dans la cellule fois l'efficacité de la recherche du capteur dans la cellule. Pourquoi une exponentielle? Tout simplement car ça représente de manière réaliste une recherche effectuée dans une cellule. Ça prend la forme de la courbe bleue ici par exemple, où l'on voit qu'une cellule qui n'est pas recherchée a une probabilité de 1 de ne pas détecter la cible si elle s'y trouvait, et plus on recherche cette cellule, plus on va s'approcher, plus on va tendre d'une probabilité de 0 de ne pas détecter la cible à l'intérieur. Évidemment, cette évolution elle est non linéaire, c'est-à-dire que si j'ai déjà passé 30 minutes à rechercher ma cellule, évidemment, en y ajoutant 2 minutes de temps de recherche, je ne vais pas beaucoup augmenter mes chances de trouver la cible, alors qu'une cellule qui n'aurait jamais été cherchée, si j'ajoute 2 minutes de temps de recherche, je vais très vite augmenter ses probabilités de détection. Alors, je vous présente maintenant le modèle, donc je ne vais pas rentrer en détail dessus aujourd'hui, juste vous dire que l'ensemble des contraintes est linéaire et que la fonction objectif, elle, est non linéaire. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici? C'est que le modèle, il est un peu affreux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contraintes et beaucoup de variables de décision qui sont très complexes. Donc, en fait, nous, dans un premier temps, on avait tenté de le résoudre de manière exacte avec plusieurs solveurs non linéaires, mais ce que l'on avait vu, c'est que même avec des temps de calcul qui étaient de l'ordre de 8 heures sur des instances qui étaient pourtant relativement simples, on n'était pas capable de produire des solutions exactes, même avec différents solveurs. Donc, dans la suite, on a laissé tomber l'idée de résolution exacte et on est parti sur une résolution heuristique. Alors, les contributions de ce chapitre, on les a mis en 4 parties. Alors, dans un premier temps, on a généralisé le problème de planification de ressources. C'est-à-dire que précédemment, dans tous les problèmes de planification de ressources pour la recherche d'une cible, on ne considérait pas que des déplacements effectués entre deux cellules éloignées allaient avoir un certain coût qui allait évidemment impacter la ressource disponible. Par exemple, deux cellules de la zone qui seraient complètement opposées, elles auraient un certain temps pour être reliées par un capteur, et donc ce temps, ce serait du temps de recherche en moins. Donc nous, ce que l'on a cherché à faire ici, c'est généraliser le problème en y ajoutant donc les déplacements et l'impact de leur coût,
Et évidemment, on a un problème qui est plus général, plus réaliste, mais évidemment plus complexe. Alors l'autre contribution, c'est la modélisation mathématique du nouveau problème que j'ai présenté à l'instant. Ensuite, on a conçu et implémenté une méthode de résolution qui est donc heuristique. Et enfin, on a conçu et implémenté une nouvelle borne inférieure pour évaluer notre méthode que je n'aurai pas le temps de présenter aujourd'hui. Donc ces travaux ont encore une fois été présentés à REDEF, donc REDEF 2020, d'où le fait que Charlie est à Montpellier. Et on a écrit un article dessus qu'on a récemment soumis à EJOR. Alors je vais maintenant vous présenter la méthode de résolution. Donc notre méthode de résolution, on est parti sur la construction d'une solution au fur et à mesure. Donc pour guider notre construction, on a vu dans un premier temps que la fonction objectif a été non linéaire, donc trop complexe. Donc ce qu'on allait faire, c'est utiliser une approximation qui allait être linéaire. Donc tout simplement, on est parti du fait qu'exponentielle de moins x, c'est environ égal à 1 moins x. Donc c'est une approximation qui est évidemment très bonne lorsqu'on est proche de 0, mais très mauvaise dès qu'on s'en éloigne. Par exemple ici, en rouge, on a 1 moins x, en bleu, on a exponentielle de moins x. Qu'est-ce que l'on voit? C'est que la droite et la courbe sont très proches lorsqu'on est proche de 0, mais s'en éloigne très rapidement. Donc évidemment, ce seront une approximation qui va être très mauvaise pour guider des variables de décision qui vont avoir des valeurs importantes. Donc pour pallier à ça, on a décidé tout simplement d'exprimer chaque variable de décision en somme de deux termes. Le premier terme, ça va être la ressource qui est déjà allouée, et ça va être en fait une constante, car c'est une décision sur laquelle on ne reviendra pas. Ensuite, le deuxième terme, c'est tout simplement la décision qu'il nous reste à prendre, donc la ressource qui nous reste allouée, donc combien on ajoute en plus de temps de recherche dans la cellule. Donc ce découpage en deux parties va nous permettre en fait d'affiner notre approximation linéaire pour prendre en compte des ressources déjà allouées. Par exemple, si j'ai 0 ressources allouées dans ma cellule, je vais utiliser l'approximation en rouge. Si j'en ai déjà 2, je vais utiliser l'approximation en vert. Si j'en ai 4, je vais utiliser l'approximation en noir, etc. Donc qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'à chaque fois, on utilise une approximation qui est plus fine, qui est plus proche pour le reste des décisions à prendre. Alors l'algorithme, donc tout simplement, d'abord, si on considère aucun déplacement, l'idée est, on part d'une solution vide où les capteurs n'effectuent aucune recherche. On va approcher la fonction objectif, donc avec l'approximation linéaire. Ce que l'on va obtenir, c'est pour chaque variable de décision, qui est la ressource que va investir un capteur dans une cellule pendant une période de temps, on va avoir un certain coefficient dans la fonction objectif, et on va donc récupérer le coefficient le plus important qui va correspondre à la meilleure direction, c'est-à-dire la variable de décision qui, lorsque l'on va l'accroître, va le mieux contribuer à notre fonction objectif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est faire un pas dans cette meilleure direction, donc accroître d'une valeur fixée la valeur de la variable correspondante à la meilleure direction. Et on recommence tant qu'on a suffisamment de ressources. C'est-à-dire que l'on va approcher la fonction objectif, on va faire un pas dans la nouvelle meilleure direction, etc. etc. Lorsque l'on ajoute les déplacements, il nous suffit tout simplement d'avoir une nouvelle étape qui est que la cellule sélectionnée va être insérée dans le chemin du capteur. Donc tout simplement, pour chaque capteur, on va tenir à jour un chemin que le capteur doit effectuer parmi toutes les cellules qui sont recherchées. Et on utilise une méthode de best insertion pour insérer la cellule dans le chemin du capteur. Et l'autre différence, c'est qu'au lieu de prendre la meilleure direction, on prend la meilleure utilité qui va être le coefficient précédent que l'on va pénaliser avec une estimation heuristique du coût d'ajout dans le chemin du capteur. Donc une petite illustration. Pour un capteur, on oublie probabilité de présence et on garde pour chaque cellule seulement une utilité. Étape 1, on sélectionne la cellule avec la meilleure utilité. On lui affecte un temps de recherche fixé, par exemple 1 seconde dans cette cellule-là. Étape 2, on actualise les utilités et on sélectionne la nouvelle meilleure. Donc ici, ça va être cette cellule. On va lui mettre aussi 1 seconde et on va l'ajouter dans le chemin du capteur. Étape 3, on recalcule une nouvelle utilité, on l'ajoute dans le chemin. Étape 4, on peut resélectionner une cellule qui est déjà dans le chemin. Donc au lieu d'avoir 1 seconde, on aura 2 secondes, etc., etc. Donc au fur et à mesure, le chemin va évoluer car on a une méthode de best insertion. On va parcourir donc toutes les cellules qui seront visitées. Et chaque cellule qui est visitée va au fur et à mesure aussi avoir son temps de recherche qui augmente. Voilà, donc pour conclure, on a donc des contributions qui sont axées autour de 3 chapitres. Donc, dans un premier temps, on a travaillé sur le problème d'ordonnancement robuste et surtout de surveillance de cibles. On a donc proposé une méthode pour prendre en compte plusieurs cibles, prendre en compte les communications et un point de vue long-termiste. On a ajouté ensuite une méthode de réaction en ligne qui allait nous offrir des garanties de performance pour couvrir encore plus longtemps les cibles. Et enfin, on a travaillé sur le problème de surveillance de cibles où on a généralisé les travaux précédents pour y inclure des déplacements et on a proposé une méthode de résolution. Alors parlons rapidement des perspectives avancées. Donc ici, il y a surtout 2 perspectives qui sont très intéressantes. Ça va être la surveillance de cible avec cette fois-ci une incertitude qui va être spatiale, puis la surveillance de cible avec incertitude spatio-temporelle. Donc ici, ce sont des perspectives qui sont très avancées, car tout simplement, ce sont des travaux qui sont déjà finis.
Mais malheureusement, je n'avais pas eu le temps de les inclure dans la thèse, car le manuscrit, j'ai dû le rendre en mai. Donc on les voit dans la thèse en tant que perspectives avancées, mais en fait, ce sont des travaux qui sont déjà finis. Donc l'idée de la spatio-temporelle, c'est tout simplement un instant T, au lieu de considérer que la scie peut être que en avance ou en retard le long de sa trajectoire, on considère que la scie peut être en avance ou en retard le long de sa trajectoire et ou être déviée de cette même trajectoire. Donc au lieu de couvrir un instant T un point, on va devoir couvrir toute une zone qui est centrée autour d'un morceau de la trajectoire. Donc l'incertitude spatiale devait être présentée à PMS 2020, donc si je ne me trompe pas, c'était décalé à 2021. Et on a soumis un article sur l'incertitude spatio-temporelle. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je suis maintenant disponible à vos questions. Bien, merci pour cette présentation. Donc on va passer aux questions. Safia, est-ce que tu veux commencer? Oui, pas de problème. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Oui. D'accord, parfait. Donc, je vais d'abord commencer par remercier Marc et André de l'invitation à participer au jury de Florian. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ces problématiques de recherche de cibles dans des réseaux de capteurs. Voilà, j'ai trouvé que le travail, en tout cas présenté dans le manuscrit, était un travail assez intéressant dans la mesure où il positionne une problématique et puis on voit des prolongements disons, d'un problème de base sous différents aspects sur l'ensemble des chapitres de la thèse et qui sont également prolongés par, en effet, des perspectives qui sont plus qu'avancées puisqu'il y a déjà des résultats préliminaires et même, d'après ce que je viens d'entendre, assez aboutis. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un tout qui était assez bien construit, très riche, et il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé autant sur les aspects modélisation que résolution. Voilà, donc je voulais d'abord féliciter Florian pour l'ensemble de ce travail, et également j'ai trouvé que ta présentation était assez complémentaire de ce que j'ai pu lire dans le manuscrit, et donc c'était bien agréable d'avoir cette synthèse très claire et très synthétique. Voilà, donc j'ai quelques questions. Alors, je vais les poser un peu dans l'ordre qui est l'ordre de ta présentation, mais aussi qui est l'ordre de ton manuscrit, finalement. Donc, certaines sont vraiment des questions plutôt pour répondre à quelques choix de modélisation ou éventuellement de non-modélisation en fait, sur les hypothèses disons, que tu as choisi pour modéliser tes problèmes, et puis d'autres plutôt sur les méthodes. Alors, déjà peut-être une question assez générale. Donc, la majorité des méthodes de résolution que tu proposes sont des méthodes qui finalement utilisent la programmation linéaire. Je voulais avoir ton avis, déjà ton sentiment sur la pertinence du choix de ces techniques dans le cadre des applications sur les réseaux de capteurs. Est-ce que c'est des outils de résolution qui peuvent être assez largement utilisés? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une partie je sais pas, de ces méthodes qui soient à terme embarquées sur disons, des supports qui permettent... Enfin, voilà. Est-ce que c'est compatible avec les applications que tu vises? Je voulais juste entendre dire quelques mots là-dessus. D'accord. Alors, donc nous, on a considéré que ces calculs étaient effectués plus par exemple une station de base ou un opérateur qui était en dehors. C'est vrai que dans certaines applications, ce sont les capteurs en eux-mêmes qui effectuent les calculs. Mais nous, on a décidé qu'on allait effectuer plus par la station de base, par exemple. Et donc, c'est là qu'on a pu se permettre la programmation linéaire, car je ne pense pas que les capteurs puissent... Enfin, ça dépend des types de capteurs, mais les capteurs que nous, on envisageait, c'était vraiment les petits capteurs qui étaient, j'ai envie de dire, peu puissants, qu'on pouvait se permettre de perdre, entre guillemets. Donc, ces capteurs-là, c'est vrai qu'ils n'ont pas la puissance de calcul suffisante, par exemple, pour faire une programmation linéaire. Donc, nous, on n'a pas considéré ce cas-là où c'était les capteurs eux-mêmes qui effectuaient les calculs. Pourquoi de la programmation linéaire, peut-être aussi la question. C'est un peu ça, non? Non, c'était surtout est-ce que justement le choix de ces techniques ne limitait pas finalement le type d'application réelle
Ouais. Lesquels on pouvait travailler. Parce que justement, tous les aspects embarqués Ouais. ne peuvent pas être garantis avec ce genre d'outils, quoi. Oui, c'est vrai que là, on peut... Bon, c'est une question assez générale, hein. C'est Ouais. pas du tout une question piège, c'est une question de curiosité. Mais dans notre cas, on considère vraiment que la station de base a une puissance de calcul qui est vraiment, on va dire, de l'ordre d'un ordinateur portable, par exemple. Donc elle peut se permettre d'être déployée dans la zone et derrière d'effectuer ses calculs. Ce ne sont pas des programmes linéaires qui sont très coûteux, très longs. D'ailleurs, ils ont tous été tournés sur mon ordinateur de bureau, donc ils peuvent être effectués par la station de base. D'accord, parfait. Alors peut-être maintenant des questions un peu plus précises. Je vais commencer par la première partie, donc le premier chapitre. Déjà, j'ai eu du mal. Alors il y a quelques petits passages dans ton manuscrit. Je pense que il y a des passages où on aurait aimé avoir un peu plus de précision, peut-être, ou de rigueur. Il y a des éléments, voilà. Donc je vais peut-être t'interroger là-dessus. Mais déjà, l'utilisation de ensemble versus réseau de capteurs. Est-ce que tu utilises ensemble? Pour toi, ensemble et réseau, c'est la même chose ou il y a une... En fait, dans les travaux précédents, ils utilisaient des ensembles de capteurs qu'en fait, ils considéraient aucune communication entre les capteurs. Mais nous, dans l'extension des travaux que l'on fait, enfin, dans l'ordonnancement robuste pour le suivi de cible, on va vraiment considérer un réseau, c'est-à-dire que l'on demande aux capteurs d'être équipés de modules de communication et donc de transférer les données qu'ils récoltent vers une station de base. Évidemment, cette prise en compte de capteurs, non pas en ensemble mais en réseau, ça inclut vraiment une communication nécessaire des données. Donc ça, évidemment, ça complexifie, ça change le problème, ça change la nature, etc. Les solutions trouvées ne seront pas les mêmes. D'accord, très bien. Donc c'est comme ça que je le voyais dans ton manuscrit, donc c'est plutôt ancré sur les réseaux. Sur les aspects de consommation énergétique que tu abordes dans le premier chapitre, je me suis demandé peut-être que j'ai raté quelque chose, mais est-ce que tu fais vraiment la différence entre ce que tu consommes pour le transfert des données ou pour les communications, ou est-ce que c'est global? C'est une consommation énergétique globale? Alors j'ai 3 types de consommation. J'ai donc la consommation quand un capteur va récolter des données. J'ai la consommation quand un capteur va transmettre des données, donc il a un certain nombre de données, il va transmettre pendant un certain temps, ça va lui consommer l'énergie, et la consommation du capteur qui reçoit ces données. Donc ici, quand j'ai un coût de transmission, ça va être donc, j'ai un ensemble de données, elles vont être transmises, et donc c'est un certain coût sur le capteur. D'accord, mais c'est global du coup, c'est toutes ces 3 composantes. Voilà. D'accord. Et si on avait... et finalement, qu'est-ce qui est le plus coûteux? C'est plutôt le transfert, la communication? Alors ça dépend... C'était un des aspects. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport au problème? Alors ça a changé évidemment un peu la nature des solutions qu'on avait trouvées. Alors en pratique, nous, en feuilletant la littérature, on n'a pas vraiment trouvé de compromis qui disait c'était toujours la communication la plus importante ou la surveillance, parce que nous, on nous a déjà fait des remarques comme quoi la communication était plus importante, mais on nous a aussi fait des remarques comme quoi c'était la surveillance. Donc en fait, on a un peu botté en touche dans le sens où, pour nous, ce sont des paramètres. Donc quelqu'un qui souhaite utiliser notre méthode, il fixe les paramètres en fonction du coût de son application. Mais oui, en pratique, on n'a pas réussi à trouver de compromis dans la littérature, mais comme c'était des paramètres dans nos expérimentations, on a pu faire varier les rapports, faire par exemple une communication qui coûterait plus cher que la surveillance ou au contraire une surveillance qui coûte plus cher que la communication. Et cela va évidemment changer la nature des solutions qui ont été trouvées, notamment par exemple la valeur du rayon de stabilité. Par exemple. D'accord. Ok. Alors, dans le premier problème donc, qui est traité au chapitre 1, il n'y a pas de formulation mathématique globale, c'est parce qu'elle n'a pas été exploitée, trop complexe à établir, c'était pour gagner un peu de pages dans le manuscrit. J'étais assez étonnée de ne pas voir la formulation mathématique, c'est arrivé par la suite, mais pas sur le problème qui est traité. La formulation mathématique, en fait, ça reprendrait un peu celle qu'on utilisait lors de la dichotomie, sauf qu'il nous faudrait des contraintes tout simplement pour considérer que si la valeur du rayon de stabilité est entre telle et telle valeur, on aurait tel ensemble de capteurs candidats pour telle taille de fenêtre de temps qui pourrait évoluer de manière linéaire. Donc en fait, si on voulait représenter, on aurait beaucoup de contraintes qui seraient, j'ai envie de dire, inactifs dans certaines valeurs du rayon de stabilité. Voilà. Donc en fait, naturellement, je ne l'ai pas présenté, mais si on avait présenté ce modèle, naturellement, on voit très vite que la méthode de dichotomie, en fait, c'est pour mieux découper ce modèle et pour mieux le résoudre. D'accord. Ok, après, donc sur les bornes qui sont proposées, je me suis demandé, parce que du coup, dans tes expérimentations,
tu dis que UB3 est meilleur, tu donnes le nombre de fois où elle est meilleure que les deux autres bornes qui sont des bornes qui sont généralisées Oui. à partir de travaux précédents, mais tu ne fournis pas en fait le pourcentage, l'amplitude. Est-ce que c'est bien meilleur? Ah oui. Voilà. Donc je me suis demandé si c'était quoi l'ordre de grandeur en termes de gap. Bon, ça dépend évidemment aussi de du problème, enfin de l'instance donnée, de la taille de la mission, mais c'est plus trop... Ça peut atteindre combien? Parce qu'en fait, c'est pas des éléments que tu fournis, tu donnes juste le nombre de fois où ça. Alors déjà, à savoir que vraiment ça dépend de l'instance, parce que quand il y a beaucoup d'énergie disponible, par exemple la borne UB2 allait un peu se retrouver vraiment trop éloignée des autres. Parce qu'elle est plus liée justement à l'énergie disponible, donc elle pouvait être vraiment battue. Sinon, ça pouvait être, enfin, ça variait vraiment des instances. On pouvait avoir quelque chose qui était de l'ordre de 50% meilleur. Après, mais ça dépendait vraiment de l'instance. En fonction de l'instance utilisée, en fonction du nombre de capteurs, en fonction du nombre de cibles, du trajet des cibles, etc. On allait avoir vraiment la valeur du rayon de stabilité qui pouvait beaucoup changer en elle-même. D'accord. Sur l'algorithme en fait séquentiel, je me suis demandé si tu avais pu faire des tests en rajoutant une espèce de boucle de rétroaction, c'est-à-dire en te disant, ben, donc j'ai plusieurs étapes et je redémarre avec la solution que j'ai trouvée à la fin, juste pour voir si on pouvait espérer améliorer un peu la qualité de la solution ou pas. Je vois pas trop, parce qu'en fait, nous, lorsqu'on on résout le dernier problème, en fait, les valeurs optimales, comme on a un ordre lexicographique, sont déjà fixées. Oui, mais justement, à force de tout fixer sans rien remettre en cause, peut-être que tu arrives à des solutions qui sont peut-être de moins bonne qualité que ce que tu aurais pu espérer avoir si tu pouvais recommencer ou repartir d'une solution qui ne serait pas exactement celle que tu récupères des étapes précédentes. En utilisant les programmes linéaires, l'avantage c'est qu'en fait on fixe juste la valeur de la fonction objectif, mais on peut se permettre, par exemple quand on résout P3, de retrouver un tout nouveau ordonnancement, mais tant qu'il garantit en fait la même valeur. Donc en fait, lorsqu'on va résoudre P3, on va trouver quel est l'ordonnancement parmi tous les ordonnancements optimaux de P2, quel est celui qui aura la meilleure valeur de P3 pour P3. Je ne sais pas si je suis très clair. En fait, mais on parle de quelque chose qui a été figé à l'étape précédente. Juste la valeur. Donc on ne va pas repartir, par exemple, de... Quand on arrive sur P2, on ne va pas repartir du fait qu'on a déjà un ordonnancement qui nous est fourni. On va juste partir du fait qu'on a une valeur à atteindre. Et donc on sait qu'il y a au moins une solution sur cette valeur, mais on va aller voir toutes les solutions qui garantissent cette valeur et trouver quelle est la plus intéressante. Ok. Alors ensuite, sur la complexité, l'analyse de ton manuscrit. Bon, donc finalement, l'efficacité de l'algorithme dépend grandement de cette phase de discrétisation qui est pseudo-polynomiale. Je me suis demandé si sous certaines hypothèses, comme ce n'est pas complètement décrit dans le rapport, est-ce que tu pouvais identifier sous certaines hypothèses des cas qui seraient résolus plus efficacement que d'autres, ou est-ce que vraiment cette borne pseudo-polynomiale, elle conditionne complètement la complexité globale? Est-ce que tu ne pouvais pas avoir dans certains cas quelque chose de plus efficace, voire de polynomial? C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'on puisse tenir autre chose. Car vraiment, ça dépend vraiment des instances, mais dans le pire des cas, on peut toujours avoir une cible qui s'amuse à passer dans la portée de tous les capteurs. En fait, le problème ici, c'est vraiment la trajectoire de la cible qui peut vraiment prendre la forme la plus embêtante en fait, possible. Donc on arrivera toujours à cette Parce que tu as parlé d'hypothèses sur les trajectoires qui seraient polygonales, par exemple. Oui. En fait, ça dépend du nombre de... En fait, même si la trajectoire elle est toute droite, on peut quand même avoir un cas où on aurait une cible qui passerait par la portée de tous les capteurs et qui traverserait la portée de chaque capteur. Donc dans tous les cas, on pourrait atteindre cette borne. Donc nous, on a représenté de manière des trajectoires qui étaient polygonales, mais ça, c'était plus par facilité derrière. D'accord. Ok, alors je vais peut-être pas
rester trop longtemps pour laisser la parole aux autres membres du jury. Mais alors, sur l'avance retard, tu t'intéresses à la valeur maximale, hein, c'est ça? Des retards et des avances? Oui. Est-ce que ça pourrait être pertinent de s'intéresser non pas au plus grand retard ou à la plus grande avance, mais à quelque chose qui serait une somme pondérée de la moyenne des avances ou retards? Est-ce que c'est pas trop, disons, pourrait y avoir restrictif de prendre le max et de ne pas s'intéresser à quelque chose qui tient compte d'une valeur moyenne, par exemple, pondérée? Ça aurait pu être possible. En fait, nous, on a fait ce choix-là parce que on considérait que le long de la trajectoire, on n'était pas capable de. Enfin, on ne devait pas favoriser une zone plutôt qu'une autre parce qu'en fait, si on faisait une somme pondérée, on pourrait par exemple avoir des zones qui sont très bien couvertes par les capteurs et donc on pourrait atteindre des très grandes valeurs de couverture et donc avoir pouvoir capter là-bas des très grands avances et des très grands retards, alors qu'en pratique, on va complètement abandonner des zones entières qui pourraient en réalité avoir des avances et des retards. Donc en fait, je pense pas que la somme pondérée soit. Enfin, ça peut être intéressant, mais dans notre cas, ça peut aussi porter des problèmes sur certaines instances où on aurait des zones qui sont pas couvertes parce que on souhaite faire une somme pondérée, donc on va favoriser peut-être certaines autres zones qui pourraient aller plus loin. Aussi, on a pensé à d'autres idées. Par exemple, si on nous donnait certains coefficients sur la trajectoire de la cible en disant que, par exemple, ce morceau de la trajectoire serait plus intéressant, c'est-à-dire qu'il y aurait plus d'avance ou plus de retard potentiellement sur cette trajectoire que dans l'autre. Et en fait, on peut retrouver un peu notre méthode de résolution là-dessus. C'est juste que lors de la discrétisation, au lieu de bouger les tailles des fenêtres de temps de manière égale tout le long, on bougerait en fonction des coefficients correspondants. Ok, d'accord. Alors, sur tes expérimentations, là, sur le premier chapitre, alors tu testes l'impact du nombre de cibles, par exemple. Moi, j'ai trouvé que tu avais enfin, tu t'arrêtais à un nombre de cibles de mémoire qui était de 7, hein, mais tu as des temps CPU qui sont très très courts, hein, de l'ordre de 22 secondes. Si tu poussais un peu plus le nombre de cibles, quand est-ce que ça s'écroule un peu? Est-ce que tu peux aller jusqu'à... Enfin, qu'est-ce que tu te donnes comme budget temps CPU pour essayer de tester l'efficacité de ta méthode? Parce que j'ai trouvé que nombre de cibles 7, c'était peut-être un peu faible. Si tu montes à 10, est-ce que vraiment ça te fait exploser les temps de calcul? Normalement, 10, 15, ça passe. Il me semble que dans le... Alors, je sais plus exactement. En fait, tu t'arrêtes à 7 avec un temps global de calcul. Ouais, mais il me semble par exemple que dans la partie 2, j'ai des expérimentations avec 15 cibles. Et évidemment, pour cette expérimentation avec 15 cibles, il a fallu que je fournisse un ordonnancement initial. Donc, encore une fois, j'ai dû utiliser la méthode de la partie 1. Et donc, oui, sur ces expérimentations, je voyais bien que sur 15 cibles, les temps de calcul suivaient aussi, sur 15 cibles en tout cas. Après, je ne suis pas allé chercher jusqu'à où je pouvais monter le nombre de cibles. Oui, d'accord, non, mais je voulais juste voir à partir de quel moment la méthode s'écroulait un peu, parce que là, ça me semblait assez raisonnable, quoi. De 7 pour 27 cibles avec 22 secondes, ça me paraissait encore tout à fait exploitable. Voilà, alors peut-être deux dernières questions et je vais m'arrêter là. Alors sur le chapitre 2, voilà, j'ai trouvé que ta définition des chemins de secours, ça manquait un tout petit peu de rigueur. Je me suis posé pas mal de questions. Alors il y avait des exemples qui permettaient de comprendre un peu ce que tu mettais dedans, mais est-ce que le critère de consommation énergétique ne pouvait pas être pris en compte plus explicitement pour les construire, ces chemins de secours? Comment ça? C'est-à-dire que quand tu construis tes chemins de secours, il y a peut-être des chemins qui vont induire une très forte consommation énergétique. D'accord. Et d'autres, peut-être moins. Alors justement, comment ça peut être pris en compte en fait? Normalement, lorsque je résous par exemple donc, le calcul de mes chemins de secours de type 1, je vais d'abord maximiser donc delta, et ensuite je vais faire en fait comme je l'ai fait dans la partie 1, c'est-à-dire que tout en fixant cette valeur de delta, je vais recalculer des chemins de secours qui cette fois-ci minimisent la consommation d'énergie, justement pour éviter, parce qu'on a eu ce cas dans certaines instances avant, d'avoir des chemins de secours qui garantissaient la meilleure valeur de delta, mais qui étaient très longs, qui parfois pouvaient même
juste gaspiller de l'énergie dans le réseau par plaisir, puisqu'ils pouvaient faire un aller-retour entre des capteurs. Donc on a vraiment ajouté derrière une minimisation de l'énergie consommée en plus pour justement trouver les chemins les plus courts. Mais donc on remet en cause les chemins qu'on avait Oui, construits c'est ça. à l'étape précédente. Encore une fois, en fait, on fixe la valeur de delta, on sait qu'elle est atteignable, donc ce que l'on va faire, c'est recalculer des chemins de secours qui regarantissent cette valeur de delta, mais qui en même temps minimisent l'énergie consommée. Donc encore une fois, on a une approche multi-objectif, mais lexicographique. D'accord. Ok. Et il me semble qu'on fait la même chose pour les types 2. D'accord. Ok. Alors, une dernière question sur le troisième chapitre. Donc, tu signales bien aussi dans ta présentation qu'en fait, le modèle mathématique que tu obtiens là, qui permet de modéliser ce nouveau problème, il est en fait non linéaire et il y a pas mal de contraintes difficiles, en particulier les contraintes d'élimination de sous-tours. Donc, tu dis que les solvers s'écroulent un peu, mais est-ce que tu as vraiment regardé quelles étaient les possibilités de linéarisation? Est-ce qu'il y avait d'autres formulations possibles sur ces contraintes d'élimination de sous-tours avant de classer définitivement la possibilité de les résoudre de façon exacte par un solver? Alors, il y a plein de choses autour de ça. Oui, alors on a en effet tenté la linéarisation en passant en fait par la min-max de la trajectoire en fait la moins bien couverte. Donc on prend la trajectoire qui est la moins, où il y a la plus grosse probabilité de ne pas détecter la cible et on essaye de minimiser cette valeur. Donc lorsqu'on a cette approche, on peut linéariser la fonction objectif et obtenir donc quasiment le même modèle que l'on a actuellement, sauf qu'on a juste la fonction objectif qui change. Donc on a tenté ça encore une fois avec des solvers, donc cette fois-ci Gurobi. Sauf qu'en fait, sur des instances, les instances, on va dire, les plus simples que j'ai utilisées lors de mes expérimentations de la partie 3, donc avec, par exemple, 25 cellules ou avec très peu de capteurs et très peu de périodes, on n'était pas capable, encore une fois, avec un budget de temps qui était de 14 heures, on n'était pas capable de résoudre de manière optimale ce problème. Et en plus de cela, on a aussi vu que bon, la solution qui était produite avec ce modèle linéaire, évidemment, pouvait être utilisé sur notre problème, le problème que je résous dans la partie 3, car on avait les mêmes contraintes, donc c'était une solution qui était faisable aussi, sauf que la fonction objectif que l'on allait obtenir avec la solution qui était retournée par Gurobi au bout de 14 heures, elle n'était pas bonne par rapport à ce que retourne notre méthode heuristique au bout de quelques secondes. D'accord. Très bien. Bon, ben, je vais m'arrêter là pour les questions. Je vais laisser la parole aux autres membres du jury et puis je te félicite encore pour l'ensemble de ton travail. Merci beaucoup. Merci Safia. On passe à Michael. Oui, bonjour. Rebonjour. Merci Florian pour ta présentation très didactique. Et j'aimerais également remercier donc Marc et André pour m'avoir invité à faire partie du jury de cette thèse. Donc, bon, je connaissais déjà un petit peu les travaux parce que vous avez dû présenter une partie des travaux en séminaire à Montpellier, en particulier les chapitres 1 et 2. Donc, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est le chapitre 3 que je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà. Alors, donc, j'ai pas beaucoup de questions. Puis Safia en a déjà posé pas mal. Donc, elle nous a piqué les meilleures, évidemment. Je vais revenir peut-être sur un point qu'a soulevé Safia, c'est dans le chapitre 1. Donc, effectivement, j'ai été surpris qu'il ne donne que... Vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression d'entendre. Oui. Oui. Ok. J'étais surpris effectivement de me dire que le nombre de fois où la borne UB3 était meilleure que les autres bornes, sans indication. Moi, c'était plutôt le temps que j'avais en tête plutôt que l'amplitude, mais donc il y a un impact en fait. Parce que c'est vrai que quand on lit ce tableau, finalement, on n'a pas d'idée en fait si ça a servi à quelque chose, cette nouvelle borne UB3, donc c'est un peu dommage. Et les précisions qu'il a données à Safia sont toujours pas tout à fait satisfaisantes en fait, je trouve. Dans l'ensemble, est-ce que disons plus qu'en moyenne, la réduction du temps de calcul en moyenne, est-ce que tu as une idée ou pas? Est-ce que ça va 2 fois plus vite grâce à cette borne ou est-ce que c'est 10% plus rapide ou c'est 1% plus rapide, j'en sais rien moi. Alors c'est vrai qu'on n'a pas fait une étude là-dessus poussée. Alors du coup, j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Bon, il est vrai que parfois la borne elle peut être très importante. Le fait de trouver une meilleure borne peut par exemple nous permettre d'éviter de rentrer dans la dichotomie, car en fait, je l'ai mentionné dans le manuscrit, mais normalement on résout d'abord le programme linéaire pour la borne supérieure. Donc on se retrouvait en fait parfois, grâce à la borne 3,
à ne pas rentrer dans la dichotomie et tout de suite résoudre la borne supérieure, la trouver parce que du coup ouais, c'est la bonne. Et donc là, on se retrouvait à raccourcir de beaucoup évidemment le temps de calcul. Cependant, on n'a pas fait d'études là-dessus, on n'a pas pas de chiffres à vous donner précisément sur. Oui, je m'en rendais compte, mais tu vois, ça c'est vraiment dommage, parce que par exemple, le fait de ne pas rentrer dans la dichotomie, pour moi, c'est très intéressant, quoi. Oui, Donc bon, ça aurait pu permettre de peut-être mieux valoriser, disons, cette contribution-là. c'est vrai. Mais bon, j'ai bien compris que. Alors, je cherche mes questions. J'avais donc deux autres questions juste. Donc, c'est sur le chapitre 3. Donc, j'ai trouvé également, j'ai été peut-être un petit peu déçu, mais ça c'est de par mes goûts personnels, qu'il n'y ait pas plus de détails qui soient donnés quant à la non-résolubilité du programme linéaire en nombre entier complexe. Et en particulier, en fait, il y a des petites choses qui, je pense, auraient peut-être pu le rendre, donner une meilleure chance d'arriver à résoudre des choses. Donc, par exemple, les inégalités pour couper des pseudos que tu utilises sont des inégalités qui sont connues pour être très faibles. Je crois que je l'ai présenté d'ailleurs dans la présentation. Peut-être que tu peux revenir dessus. Oui, c'est vrai que ce sont pas enfin, c'est pas évidemment le meilleur modèle, on va dire, car les contraintes de sous-tour, évidemment, elles sont pas, c'est pas les meilleures. Mais la vérité, c'est que lorsque on tentait de résoudre de manière exacte, le problème était déjà un peu relâché. On avait enlevé plusieurs contraintes, il me semble. Je ne sais plus lesquelles exactement. On avait enlevé plusieurs contraintes et même avec donc un modèle relâché qui était plus simple, on n'était pas capable, sur des instances qui étaient pourtant simples, avec peu de cellules, peu de capteurs, peu de périodes, on n'était pas capable d'obtenir des solutions exactes. Oui, bon, voilà, après, moi, c'est parce que moi, j'aime bien l'information en augmenté, c'est pour ça que j'étais déçu, mais bon, après, je m'en rends bien compte, de toute façon, ça aurait eu du mal à passer à l'échec. Et alors, j'avais un autre commentaire un peu dans la même ordre d'idée. Donc, tu présentes une linéarisation avec un calcul exact du nombre de pièces accusées dans la linéarisation. Donc, personnellement, je trouve cette partie est particulièrement intéressante. Cher chapeau. Malheureusement, de nouveau, je pense que numériquement, numériquement, je ne suis pas hyper convaincu que ce soit tellement utile. Parce que dans beaucoup de cas, en fait, les fonctions complexes différentielles, on peut les approximer dynamiquement lors de la résolution du problème. Donc, par exemple, chaque fois qu'on trouve une solution réalisable, on peut générer une nouvelle coupe ou ce genre de choses. Je ne sais pas si tu as un petit peu regardé, si tu vois le genre de méthode dont je parle. Ouais, je vois, mais on n'a pas trop investigué ce type de méthode. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà, donc je dirais effectivement, minimiser le nombre de pièces, c'est pas forcément parce qu'on a, je sais pas moi, si on arrive à générer que 10 pièces pour une fonction convexe, la linéaire par morceau, au lieu des 30 qu'on avait au début, bah, peut-être qu'avec une méthode dynamique, il en faudrait que 4 ou 5. Ouais. Donc, disons que c'est voilà, c'est élégant ce que tu as fait, je ne remets pas ça en question, mais numériquement, ça aurait été chouette de pouvoir voir un peu plus quel aurait pu être l'impact, disons, de ce qu'avait été fait. Sinon, je ne vais pas être très long. J'ai un dernier commentaire, donc c'est la conclusion. J'étais très content de la conclusion parce que c'était ma première question sur le chapitre 1. C'était tiens, et c'est quid de l'incertitude géographique, donc si la cible se déplace dans un tuyau autour de sa trajectoire. Et puis voilà, j'étais très content de voir que ça avait été fait. Et plutôt bien, donc ça fait une question de moins à poser, mais bon, voilà. J'aurais pensé à la même chose comme direction future. Donc, puis encore bravo pour ton travail et pour merci pour ta présentation. Merci. Merci. Christian, est-ce que tu prends la suite? Christian? Ouais. C'est à moi, j'ai pas entendu. Oui. Je proposais que tu prennes la suite. Moi, j'ai pas. Ok, à mon tour, je voudrais remercier Florian pour sa présentation qui a été claire, pédagogique, très illustrée avec Charlie. C'était très agréable à écouter. J'ai aussi pris du plaisir à lire le manuscrit. Donc, merci aussi à André et Marc de m'avoir invité dans le jury comme examinateur. Donc, j'ai quelques questions également. Alors, c'est sûr qu'il y a quelques questions quand même.
Il y a des problèmes de liaison. Chapitre, oui. Oui, oui, allô, vous m'entendez? C'est très coupé en fait. Ah, je vais essayer de couper ma caméra peut-être. Ouais, Là, est-ce que ça va mieux? là c'est parfait. Bon, ben, j'ai coupé la caméra, c'est peut-être mieux. Euh, donc, alors, je suis pas sûr que ce soit une contrainte dure du problème, mais dans vos exemples et même parfois dans le texte, vous suggérez qu'une cible, elle peut visiter qu'une seule fois chaque face dans sa trajectoire. Donc, par exemple, il y a une phrase que j'avais relevée, page 27, là. Par conséquent, cela définit 4 tics, qu'on me présentait dans le tableau, comme si le fait qu'il y ait un nombre de faces donné va impliquer un nombre de tics. Pourquoi la cible ne ferait pas des allers-retours dans la zone de détection, et est-ce que ça peut être pris en compte dans votre modèle, et est-ce que vous avez fait des tests là-dessus? Est-ce que ça impacte les temps de calcul? Alors en effet, normalement dans notre modèle, dans notre méthode, on prend en compte le fait une face peut être visitée plusieurs fois par une même cible. Nous, tout simplement, dans nos instances, les trajectoires les polygonales, il est possible que la cible fasse un aller-retour dans une face. Non, donc ça, on le prend en compte. Normalement, ça fait juste plusieurs fenêtres de temps où il y a dans une fenêtre de temps plusieurs fois la même face qui est traversée. Donc normalement, ça ne pose pas de problème. Si c'est mal expliqué dans le manuscrit, il va falloir que je regarde ça. Non, mais voilà, il y a une petite phrase, page 27, qui laisse croire que D'accord. avec le nombre de faces, on connaît le nombre de tics, quoi. Voilà, donc je me suis posé la question, est-ce que c'était une contrainte du modèle, mais Bon, en fait, on regarde juste combien de fois chaque face est traversée, puis combien de faces est traversée, puis on peut en déduire en fait le nombre de tics. d'accord. Ce qui peut un peu titiller le modèle de programmation linéaire. Est-ce qu'en pratique, donc vous avez dans votre programme linéaire des variables qui est combien de temps finalement le capteur va suivre la cible, voilà, vous avez, Ouais. et donc on sait bien qu'en programmation linéaire, parfois vous pouvez avoir des variables qui ont des pouillèmes comme valeur là. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un capteur qui est affecté à la détection d'une cible ou à la transmission de données pendant un temps arbitrairement petit. Ouais. Et est-ce qu'en pratique, ça pose pas des soucis est-ce que vous avez regardé la tête de vos solutions, et est-ce que si vous les montrez à on va dire des Décideur. praticiens du domaine, ils risquent pas de vous dire, attendez, vous faites, vous utilisez des capteurs de manière trop découpée et pas assez longtemps. Alors, c'est pas impossible que des solutions optimales nécessitent des temps très très faibles sur certains capteurs. Alors, de ce que j'ai vu moi sur la plupart des instances, c'est que c'est quand même assez rare. Généralement, on va utiliser les capteurs tout simplement pour l'intégralité de leur, euh, de leur batterie. Enfin, on va toujours avoir un capteur qui va être utilisé entièrement pour sa batterie. Donc, pour qu'on ait un capteur qui soit vraiment utilisé un tout petit peu, il faudrait que on ait un capteur qui ait un tout petit peu plus de batterie qu'un autre, par exemple, pour qu'on ait ce cas-là. Donc, c'est un cas qui est rare en pratique, mais j'admets qu'il peut arriver sur certaines solutions optimales. Donc nous, on n'a pas envisagé de méthode, par exemple, qui permettrait de réparer ça pour donner justement à ceux qui vont déployer dans un cas concret cette méthode. On peut imaginer voilà, une petite méthode de réparation. On peut imaginer limiter, on va dire, le domaine de ces variables à des valeurs qui seraient au minimum un peu plus grandes pour éviter justement d'avoir ce type de cas. Mais nous, on n'a pas proposé la méthode qui va avec pour le moment. Ok, merci. Au niveau des aléas que vous prenez en compte, c'est surtout les retards, voilà, ou les avances de la cible dans sa trajectoire, et que vous avez fait une extension qui est déjà développée sur le positionnement dans l'espace de la cible. Est-ce que vous ne pourriez pas étendre votre méthode, et notamment celle du chapitre 2, relativement facilement à la possibilité de panne de capteurs? C'est-à-dire qu'il faut changer l'ensemble de capteurs utilisés parce qu'il y en a qui sont en panne, et je dis ça parce que souvent je pense que dans la pratique, ces capteurs un petit peu bon marché, on va dire, et de petite taille qu'on balance comme ça dans la nature, ils peuvent quand même subir Ouais. des pannes relativement facilement. Et est-ce qu'il En faut effet. pas prendre en compte ça dans vos méthodes, et comment vous pourriez le faire?
Alors, on peut tout à fait le prendre en compte. Il suffit tout simplement d'utiliser, par exemple, imaginons nous avons un capteur qui est en panne. Il nous faudrait à la place utiliser un chemin de secours qui correspond donc à la face courante pour pouvoir pallier à ce défaut. Donc là, en fait, je pense que, bon, encore une fois, il va falloir utiliser donc les chemins de secours. Tout simplement, si on a un capteur qui est défaillant, il est défaillant au moment de surveiller la cible dans une face. Et donc, dans cette face, on prend un des chemins de secours qui n'utilise pas ce capteur et on utiliserait ce chemin de secours. Donc, en fait, il faudrait utiliser les chemins dès qu'un capteur serait défaillant. Considérez que un capteur défaillant, ça fait une activité en moins et donc un retard dans la face. D'accord, merci. Alors j'ai juste deux questions rapides sur le dernier chapitre parce que c'est également très intéressant avec un problème voilà, très difficile à résoudre. On vous passez d'un extrême à l'autre. Finalement, vous avez des problèmes très faciles à résoudre dans les 1 et 2 parce que avec de la programmation linéaire simple, on y arrive. Et puis dans le dernier chapitre, là, on explose en difficulté, j'ai l'impression. Donc pour compléter la question de mes deux collègues précédents, et là je suis désolé d'insister, mais donc, qu'est-ce qui fait que, bon, il y a des approches dans la littérature qui résolvent des problèmes de tournée de véhicules avec fenêtre de temps qui semblent assez complexes, notamment avec aussi la nécessité de positionner les visites de véhicules aux différents points dans le temps, comme vous, avec éventuellement des objectifs plus ou moins non linéaires qu'on linéarise. Qu'est-ce qui différencie votre problème des problèmes de tournée de véhicules avec fenêtre de temps et contraintes complexes qu'on résout souvent par des techniques de branch and cut and price là, dans la littérature récente? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas essayé d'investiguer ça? C'est qu'en fait, je on repose a. un petit peu la question de mes collègues différemment. En fait, les clients, ici, ce seraient les cellules, et on ne sait pas quelles seront les cellules qui seront visitées. Donc, en fait, le problème, il faudrait, dans un premier temps, sélectionner quelles seront les cellules visitées. Ensuite, donc, on aurait plusieurs, par exemple, chemins possibles. Il faudrait donc ensuite sélectionner, enfin, affecter à chaque capteur un chemin. Et ensuite de ça, en plus, il faudrait faire l'allocation de ressources. Donc, c'est-à-dire combien de ressources va mettre chaque capteur à chaque client. Donc, en fait, on a essayé, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire pour essayer de retomber justement sur un problème de tournée de véhicule. Mais en fait, là, on se retrouve, j'ai envie de dire, toujours à un problème qui est trop complexe parce qu'il faut penser à trouver justement quelles seront les cellules visitées et pendant combien de temps. Par exemple, si on souhaite représenter le problème avec des clients avec des fenêtres de temps, donc la fenêtre de temps, ce serait le temps qu'on a alloué, il faudrait d'abord qu'on trouve justement quels seront les clients affectés à un capteur et quelles seront les fenêtres de temps. Donc en fait, on aurait d'abord trouvé ces clients-là pour ensuite leur trouver un chemin. Sauf que le chemin, il a un coût en ressources et ce coût en ressources peut aussi affecter l'affectation. Donc, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que notre problème, il va être, je pense, il peut pas retomber facilement sur un problème de tournée de véhicule. Oui, donc je comprends qu'il y aurait à la fois trop de clients par rapport aux problèmes traditionnels et le fait que ça soit des tournées sélectives, entre guillemets, Voilà. qui posent un souci. Il faut sélectionner, il faut affecter et il faut faire la tournée en fait. C'est ça le problème. C'est ça. Dernière question, c'est alors je suis pas sûr de ma question, là, je suis désolé si elle est fausse. J'ai l'impression que par rapport à Charlie, là, enfin, les cibles que vous cherchez, il y a une équiprobabilité d'être dans les différents lieux au niveau du temps. Ou est-ce que si non, ben je me suis trompé. Et si oui, est-ce que votre méthode, vous pouvez l'adapter au cas où la probabilité évolue en fonction du temps? Parce qu'un touriste, bon, il va aller au théâtre plutôt le soir et visiter un musée peut-être plutôt dans la journée. Ouais. Est-ce que le fait que les probabilités puissent être différentes au cours des différentes périodes changerait votre algo? Oui, justement, la trajectoire de la cible va être discrétisée en périodes. Donc en fait, on va fonctionner avec un ensemble de trajectoires. Chaque trajectoire, c'est tout simplement une cellule par période. Donc si on veut que Charlie est un touriste, on va voir par exemple en période 1, donc c'est le matin, il est plus probablement à l'hôtel par exemple, et ensuite il va se déplacer vers le musée, puis se déplacer, etc. Donc en fait, chaque période de notre problème peut représenter justement une fenêtre de temps et donc avoir de représenter donc des instants où Charlie est plus probablement par exemple au musée ou plus probablement à l'hôtel si c'est le soir. D'accord, bon, donc c'était ma question qui était pas Ouais. bonne. Merci, c'était tout. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. Merci. Je propose de passer à Patrick. On va
est-ce que vous m'entendez là? Très bien. Oui, très bien. Oui, ben merci Florian pour la présentation. C'était très intéressant et ça m'a tenu réveillé. Je ne suis pas personne du matin, donc Désolé. c'est très dur pour moi de suivre. Donc, merci André et Marc pour m'inviter pour faire partie du jury. J'ai pas beaucoup de questions. Les questions étaient déjà posées. C'est toujours l'avantage de faire ça en dernier. Je ne vais pas poser de questions sur la troisième partie parce que je connais bien, mais sur les premières parties, c'est plutôt une question un peu fondamentale sur le futur. C'est quelles sont les difficultés pour aller au-delà de ce trajet fixé dont tu as regardé sur les zones spatiales de trajectoire, mais où à la fois les directions vont pas dans le même sens, donc à la fois spatiale et temporelle. Quelles sont les difficultés mathématiques pour ce genre de problème? C'est-à-dire que la même problématique que tu regardes, mais où les trajets que tu essaies de regarder ont beaucoup plus d'incertitudes. D'accord. Donc, l'avantage justement de la trajectoire spatiale que j'ai étendue dans la perspective, c'est que l'on va considérer justement qu'il y a une incertitude sur le trajet de la cible, et donc on peut avoir, bon, ben, on va avoir encore une rayon de stabilité, et plus le rayon est grand, plus on va avoir une incertitude qui peut être absorbée. Je pense que là, avec l'incertitude spatio-temporelle dans les travaux qui sont ici en perspectives avancées, on gère justement d'une incertitude qui est vraiment grandissante, qu'on va essayer de couvrir le mieux possible, une très grande incertitude. On va vraiment considérer, lorsqu'on trouve des valeurs de rayon de stabilité importantes, c'est vraiment que la trajectoire qui était initialement donnée pouvait être très très mauvaise en fait. Donc, voilà. D'accord. Et dans ces cas-là, si c'est le cas, si ça devient très difficile avec un nombre de capteurs fixés, a priori, est-ce qu'il y a une possibilité de penser au problème de combien de capteurs il faut pour de tels problèmes, ou comment les placer a priori? Est-ce qu'il y a des façons plus robustes de faire? Est-ce qu'il y a des façons plus dynamiques de regarder le problème, ou si les trajectoires ne même pas les trajectoires vraiment fixées dans le temps et dans l'espace, mais plutôt des données a priori, est-ce qu'il y a un rapport là-dessus? Oui, alors pour la couverture, il y a quand même une partie de la littérature qui adresse ce problème. Donc, par exemple, bien répartir les capteurs. Et il y a aussi toute une partie de la littérature qui traite du problème où les capteurs, ils peuvent, qui a dynamiquement un tête de cluster, par exemple, qui va décider quel capteur s'allume ou s'éteint pour surveiller la cible. Donc, dans ce cas-là, on peut justement être adapté plus à une incertitude sur la trajectoire de la cible. On peut même considérer des cas où on n'a aucune trajectoire qui nous est donnée, mais que tous les calculs sont faits dynamiquement pour récolter les bonnes données. Donc évidemment, là, on ne peut plus trop être dans la planification. Donc on va avoir évidemment une consommation d'énergie qui ne va pas être la même, puisqu'on va devoir surveiller par exemple l'ensemble de la zone pour être sûr que si une cible rentre dans la zone, elle soit surveillée. Donc nous, vraiment, là, on a traité plutôt le côté où on pouvait obtenir une trajectoire estimée de la cible, ce qui nous permet justement d'obtenir un ordonnancement qui nous permet l'économie d'énergie. Mais évidemment, dans la littérature, on retrouve vraiment le problème du surveillance de cible, sauf que les solutions trouvées sont évidemment beaucoup moins économes en énergie puisque les capteurs sont beaucoup plus sollicités. Et si les choix a priori des trajectoires vous trompez, est-ce qu'il y a une méthode un peu robuste de faire toujours un problème d'ordonnancement, mais avec les possibilités, c'est que vous avez fait des erreurs sur les trajectoires, et donc il faut les rectifier. Il y a peut-être une connaissance en temps réel où on peut update ces choses-là, et d'utiliser des méthodes de learning. Oui, j'imagine qu'il y a des méthodes là-dessus. Moi, personnellement, j'avais pensé à étendre justement les travaux plus de la partie 2 sur l'incertitude spatiale. Par exemple, trouver des chemins de secours qui nous permettraient de surveiller une cible qui irait en dehors de l'incertitude spatiale absorbée, c'est-à-dire qui serait tellement décalée qu'on serait obligé de prévoir un chemin dans le réseau. Oui,
Enfin, moi, c'était une des idées que j'avais là-dessus. Très bien. Merci. Après, on peut Et- imaginer aussi, pourquoi pas, recalculer rapidement un nouvel ordonnancement. Si, par exemple, si on se rend compte que la cible a changé complètement de trajectoire, on peut rapidement recalculer une nouvelle trajectoire estimée, par exemple en fonction de ce qu'on a déjà récolté, et rapidement redéployer un nouvel ordonnancement dans le réseau. Bon, ça demande évidemment plus de temps de calcul que par exemple ce que j'ai fourni dans la partie 2, mais dans certaines applications, on peut considérer que la station de base, elle a une puissance de calcul suffisante. On peut considérer que le déplacement de la cible peut permettre le fait de perdre 20 secondes à calculer un nouvel ordonnancement, par exemple, qui nous permettrait justement de s'adapter dynamiquement un peu aux avancées en retard. Tout cela, évidemment, ça dépend du contexte d'application. Ouais, très bien. Une dernière petite question, en fait, sur la troisième partie. J'ai bien aimé l'histoire de Charlie. Supposons que Charlie ne veut pas être découvert. Ah, là, on tombe dans Il n'a le... pas envie qu'on le trouve. Il n'a pas envie qu'on le trouve parce qu'il a plutôt envie d'être au café et d'être tranquille. Comment formuler le problème? Là, on retombe sur les problèmes de type search games. Donc en fait, dans la littérature, nous, on s'est plus focalisé sur le problème de search theory. Donc on considère qu'on a une cible qui est soit alliée, soit neutre à trouver. Donc par exemple, Charlie qui se promène normalement, ça peut être un objet qui dérive dans l'océan, etc. Mais il y a toute une partie de la littérature qui traite le problème de search games, où en fait la personne recherchée évite justement la personne qui la recherche. Donc là, on est plus sur la théorie des jeux, en fait, tout simplement, d'où search games. Et bon, bah, il y a des parties de la littérature qui traitent ce problème. L'idée, généralement, bon, il y a beaucoup qui traitent avec une vue sous forme de graphe. Donc, par exemple, il faut que Charlie sélectionne un nœud et qu'ensuite on sélectionne les nœuds qui seront recherchés et essayer d'enfermer, par exemple, Charlie dans le nœud, un peu du gendarme et du voleur, par exemple, aussi. Donc nous, ce que l'on a traité, planification de la recherche, on ne prend pas ça en compte. Il y a, dans Search Games, c'est quand même une littérature qui est assez récente. Je crois à peu près, on a commencé à être traité en 2010. Il y a quand même quelques travaux dessus, mais c'est pas le problème que nous on considère ici. Est-ce que le problème sera plus difficile à résoudre? Il sera différent et peut-être plus difficile, oui. Ok. Merci. Merci. Adrien, je ne sais pas s'il va poser des questions. Oui, bah, j'ai trouvé. D'abord, je voudrais te féliciter, comme tout le monde, pour la qualité de ta présentation, que j'ai beaucoup aimé. C'était simple à suivre. Merci. Alors, j'ai lu avec attention le manuscrit. J'ai un peu moins aimé, parce que j'ai trouvé que c'était moins simple à suivre, justement, et en particulier, mais ça a déjà été un petit peu soulevé, il manque un petit peu la définition du problème, il manque un certain nombre de choses assez formelles qui finalement permet aux lecteurs que nous sommes de mieux comprendre un petit peu de quoi il s'agit. En particulier dans le premier chapitre, tu as une section de définition du problème, en fait tu fais que décrire la problématique. Et c'est après que tu justement utilises la discrétisation, et après on a finalement un modèle, certains programmes linéaires, et en fait, pour nous, en optimisation, c'est vrai que dès qu'on nous dit directement dans quel espace de décision on se positionne, le problème est beaucoup plus facile à comprendre. Alors là, ça dépend du modèle, puisque vous avez choisi d'utiliser la programmation linéaire. Donc, du coup, c'est plutôt le problème, une fois la modélisation effectuée, qui est étudié dans ces deux premières parties. Et donc, à partir de là, tu étudies notamment la difficulté des instances. Et la plupart des travaux expérimentaux, et c'est normal, donc on essaie de faire varier la difficulté des problèmes. En fait, c'est plutôt la taille des problèmes que tu fais varier. Parce que tu fais varier le nombre de capteurs, le nombre de cibles, etc. Et puis un petit peu les paramètres résiduels. Mais finalement, à chaque fois, donc, tu définis un générateur d'instances totalement aléatoire, avec des distributions uniformes de position des cibles, parce que, des capteurs, pardon. Parce qu'une instance, c'est une position initiale des capteurs, finalement. Oui. Avec une trajectoire des cibles. Avec des trajectoires. Oui. Alors, est-ce que tu t'es intéressé, ou est-ce que vous êtes intéressé à qu'est-ce qui fait qu'une instance est difficile à taille égale?
Oui. Étant donné des propriétés initiales identiques, qu'est-ce qui fait qu'une instance est plus ou moins difficile à résoudre, étant donné votre modélisation? Alors c'est vrai c'est une des expérimentations on a pensé. En fait, en pratique, moi j'ai tenté du coup de tracer des instances un peu moins aléatoires, par exemple avec des cibles plus proches ou voilà. Mais on n'a pas trouvé beaucoup de différence en soi-même parce que lors de la discrétisation, en fait, on allait tout simplement obtenir pour chaque cible des fenêtres de temps, des phases traversées. Et en fait, on n'arrivait pas, par exemple, à tracer si on mettait des cibles côte à côte, on n'avait pas trouvé rendre le problème plus difficile à résoudre. En fait, on n'a pas trouvé de lien entre la position des capteurs et, et la difficulté du problème. Bon, évidemment, à part évidemment les cas où on met des capteurs qui sont complètement hors de portée, par exemple de la station de base, ou des cas extrêmes, j'ai envie de dire, qui sont évidemment directement pas résolvables. Enfin, Est-ce qu'on pourrait dire que la difficulté de résolution du programme linéaire, c'est pas la même que la difficulté de résolution de l'instance du problème, qui pourrait éventuellement être modélisée autrement, parce que par exemple, plus de capteurs, ça fait plus de variables. Donc le problème il est plus long à résoudre, d'ailleurs tu l'as mesuré. Dans un contexte avec éventuellement une autre modélisation, le problème initial, quand on a plein de capteurs, il semble même plus facile à résoudre. En tout cas pour suivre les cibles. Donc, mais finalement, c'est cette dynamique de difficulté du problème qui est... En fait, la difficulté, elle vient de notre volonté d'avoir un rayon de stabilité. Donc, la solution où on a plus de capteurs, elle n'est pas... En fait, pour surveiller une cible, ça semble plus facile puisqu'on dit qu'on a plus le choix. Mais si on essaie de trouver la valeur optimale que l'on peut garantir d'avance ou de retard, c'est là qu'évidemment, ça va forcer... on va avoir des choix à faire et les choix vont devenir plus complexes quand on aura plus de capteurs, car plus de possibilités. Alors, justement, donc, le problème, c'est d'avoir un rayon de stabilité maximum. Oui. C'est ça. Donc, le rayon de stabilité, il dépend finalement des avances et retards maximum qu'il peut y avoir sur les différentes trajectoires. Et alors, ça a été un petit peu abordé dans les questions précédentes, mais donc ça suppose finalement que avoir une avance ou avoir un retard, c'est quelque chose qui est uniformément distribué, encore une fois, de manière linéaire et de manière équivalente sur l'ensemble des trajectoires. Alors nous, c'est le cas qu'on a considéré, parce qu'on n'a pas voulu considérer le cas où quelqu'un nous donnerait par exemple un coefficient de retard ou d'avance. Par exemple, le retard était plus probablement sur la fin de la trajectoire, évidemment, Ou sur une trajectoire A. Ou voilà, par exemple. Si c'est le cas, est-ce que du coup, le problème il peut plus se modéliser par rapport à linéaire? Le problème, il revient, on pourra le résoudre avec notre même méthode. La seule différence, c'est que nous, lorsque l'on discrétise, on a ce qu'on appelle des tics qui définissent les entrées et sorties des cibles dans la portée des capteurs. Et nous, quand on déplace les tics, on les déplace de manière uniforme. Quand on augmente le rayon de stabilité d'une seconde, chaque tic va être décalé d'une seconde, soit sur la gauche, soit sur la droite. Si l'on considère des coefficients, par exemple une trajectoire qui aurait 0 parce qu'on est sûr du temporel, et une trajectoire qui serait un coefficient de 1, il nous suffirait en fait de changer notre discrétisation pour décaler les tics qui sont sur la trajectoire connue, de ne pas les décaler tout simplement, et les autres de décaler de 1 ou en tout cas du coefficient correspondant. Donc en fait, si on fait ce décalage, on va se retrouver à avoir le même problème ensuite à résoudre dans notre programme linéaire et donc pouvoir réappliquer la méthode de dichotomie. La seule différence, c'est qu'en fait, on va bouger différemment nos tics, car on ne va pas considérer un retard ou une avance uniforme, mais avec plus ou moins de possibilités en fonction c'est une possibilité. La différence pour moi va être sur la discrétisation. Alors, je termine juste sur les instances, parce que tu as dit tout à l'heure, en répondant je crois, à une question de Christian, que les instances que j'ai vues, mais alors tu as vu des instances, donc il y a une réelle instance... Non, en gros, lorsque je traçais des instances, je me donnais un visuel... Ah oui, non, c'était par rapport aux applications, c'est une question sur les applications. Ah non, c'est pas une application réelle, c'est vraiment justement mon générateur d'instances, j'avais un retour visuel sur ce qu'il produisait, et parfois, sur certains cas, j'étudiais les solutions aussi qui étaient fournies pour voir si elles semblaient logiques, justement, par exemple dans le cas justement où on avait des pouillèmes de secondes sur certaines activités. Justement, je regardais les types de solutions aussi produits. Ouais, sur les solutions, finalement. Les solutions et aussi les instances générées par le générateur. D'accord.
alors, est-ce que, donc la conclusion de tout ça, est-ce que vous avez imaginé un autre modèle que, ça a été un petit peu évoqué aussi, hein, que la programmation linéaire pour résoudre ce problème? Alors, je pense par exemple à une formalisation très simple, hein, sous forme pas linéaire en tout cas, mais que l'on pourrait résoudre tout simplement avec une fonction objectif, et puis juste une autre information sur les différents capteurs, et peut-être pas une discrétisation du coup. Ouais. Et donc de voir en fonction des propriétés des instances, alors peut-être uniquement de la taille des instances, hein, mais s'il y avait des différences dans l'évolution du temps de calcul. Parce que donc, forcément, évidemment, ça ne va pas passer à l'échelle, mais peut-être qu'avec une autre modélisation, ça serait beaucoup plus compliqué au départ sur des instances plus petites, et finalement, ça passerait à l'échelle différemment. Alors nous, on n'a pas envisagé autre chose que la discrétisation. Enfin, quand on a étendu les travaux précédents sur l'ordonnancement robuste partaient déjà d'une discrétisation. Donc ce que l'on a voulu faire, c'est étendre ces travaux. Évidemment, j'ai quand même essayé de réfléchir à ce qu'il pourrait y avoir d'autres comme à la place donc d'une discrétisation, une autre façon d'aborder le problème. Personnellement, je n'ai pas trouvé, en tout cas pas aussi logique que enfin, je n'ai pas trouvé tout simplement. Et pour moi, c'est vrai qu'en plus j'étudiais le problème, plus pour la discrétisation me semblait évidente en fait, tout simplement, et une solution adaptée. Alors, sur le chapitre 3, tu n'en as pas parlé pendant ta présentation, mais tu parles d'une méthode de grasp. Oui. Voilà, donc tu peux peut-être rappeler en Oui. dans quel contexte. Alors en effet, là je n'ai pas rentré en détail, mais dans notre méthode, on a donc une utilité. Donc ce que l'on fait, c'est on prend la meilleure utilité à chaque fois. Ce que l'on a fait, du coup, ce que j'ai décrit dans le manuscrit, c'est que on a donné l'opportunité de donner un paramètre à notre méthode. Ce paramètre, c'est un paramètre lambda. Et au lieu de prendre toujours la meilleure utilité, on allait prendre une des meilleures utilités, qui est lambda aussi bien que la meilleure utilité, justement. On allait la prendre de manière aléatoire, ce qui permettait en fait de construire une première solution aléatoirement, de façon greedy quand même, donc prenant à chaque fois des décisions qui sont parmi les meilleures. Et à la fin, on avait donc un petit algorithme qui allait faire une recherche locale, c'est-à-dire qu'on considérait que les chemins de nos capteurs étaient fixés, et ce qu'on allait faire, c'est juste réallouer la ressource que le capteur allait passer dans les cellules déjà prévues. Donc on a ici une méthode qui se rapprochait d'un grasp. On a vu en pratique que sur les instances que l'on générait pour notre problème, qui étaient des instances pourtant réalistes, la méthode où on mettait par exemple un lambda égal à 1, donc on prenait toujours la meilleure utilité, était quand même plus efficace parce que la solution était la meilleure par rapport à générer plusieurs solutions qui auraient un lambda par exemple de 0,9, donc on génère plusieurs solutions, on se trouvait au final que c'était toujours celle qui était avec lambda égal à 1 qui était meilleure. Par contre, la solution de grasp se trouvait mieux adaptée à des instances type particulières, dans le sens où quand on a généralisé la littérature précédente, ils s'étaient basés plutôt sur un problème où les capteurs étaient affectés à des sous-zones. Donc ils n'avaient le droit de rechercher qu'un ensemble de cellules, mais par contre, ils n'avaient pas de déplacement à prendre en compte. Donc nous, on s'est servi de ces travaux comme base, et lorsqu'on a appliqué notre méthode sur les instances que eux résolvaient, on se retrouvait justement très vite complètement dépassé, car ils avaient plusieurs utilités initialement qui avaient la même valeur. Et donc nous, arbitrairement, on en prenait on en prenait toujours la même, on prenait la dernière, celle qui correspondait à la cellule avec le plus gros index. Alors qu'au final, ce premier choix forçait notre capteur à une sous-zone. Donc l'intérêt ici d'utiliser un grasp, c'est qu'on allait pouvoir générer plusieurs solutions où nos capteurs allaient affecter par exemple plusieurs sous-zones, et donc trouver des solutions qui étaient meilleures, et même on s'est retrouvé à pouvoir les battre sur certaines instances. Donc tout ça pour dire en fait que le grasp, ça pouvait être une solution. Notre méthode de base est implémentée comme un grasp, qu'on considère que l'utilisation, en fait, sans random et juste en prenant toujours un lambda égal à 1, c'est la meilleure dans la plupart des instances. Cependant, dans certaines instances où les coûts de déplacement vont être très prohibitifs, avec par exemple des utilités qui seraient très semblables, on considère qu'il faut mieux utiliser une méthode type grasp, justement, qui serait avec un lambda qui pourrait varier à des valeurs un peu plus. Le truc qui interpelle, c'est que dans le chapitre 3, il n'y a pas cet algorithme. Tu en parles, mais il n'y a pas d'algorithme grasp qui permet de comprendre exactement ce qui se passe.
Alors généralement, le graphe, l'intérêt, c'est quand c'est itéré, parce que sinon, forcément, on s'attend en moyenne à ce que quand tu prends lambda égale 1, la solution soit meilleure. Oui. Mais là, tu l'itères finalement. Oui, je le fais plusieurs fois, évidemment. Tu fais une fois. Mais tu avais bien souvent, le lambda égale 1 produit la meilleure solution. Ah oui, c'est peut-être. Et c'est ça qui est bizarre. D'accord, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas décrit. Est-ce que le graphe est réellement itéré tout le temps? Et s'il est itéré, ou s'il est possiblement itéré quand lambda égale 0,9 par exemple, si tu trouves de temps en temps seulement une meilleure solution, c'est peut-être que le problème à la base est simple à résoudre pour un algorithme approché. Et que finalement, parce que le lambda égale 1, c'est un algo beaucoup plus basique que le lambda égale 0,9 itéré. Oui, justement, quand on parle de grasp, on crée plusieurs solutions. On n'en crée pas qu'une, évidemment, sinon ça sera pas trop d'intérêt, mais on en crée vraiment plusieurs et on réutilise à chaque fois l'algorithme de base que j'ai présenté. Et quand je dis que lambda 1 est meilleur, c'est qu'on a comparé la solution qui est retournée avec lambda 1 avec la meilleure solution qui est retournée parmi toutes les solutions qui sont générées avec un lambda égal à 0,9, il me semble. D'ailleurs, tu parlais de la théorie des jeux, et finalement, c'est marrant parce que c'est ce que j'y ai pensé quand j'ai lu le manuscrit, mais pas dans le chapitre 3, mais plutôt dans le chapitre précédent, quand finalement on essaierait d'avoir, en termes d'avance et de retard, si on veut examiner la pire configuration possible et voir si ta solution arrive, enfin peut-être la méthode arrive à faire face à certaines configurations, et bien que ce soit les retards eux-mêmes qui essaient d'être plus forts que ta solution. Et peut-être là-dedans, il y aurait moyen à faire une solution robuste qui permettrait en fait de pallier les retards avances les plus problématiques pour ta solution. D'accord. Je pense que le problème ici, c'est que les retards, on peut les mettre dans la face. Enfin, imaginons, on doit choisir où seront les retards et quelles seront leurs valeurs. On peut toujours choisir la face la moins bien couverte. Donc en fait, c'est un problème facile en fait. Oui, je pense. Moi, ce que je pense, c'est que si on me donne une instance et que je dois poser problème, évidemment, je vais chercher la face où le retard maximum absorbé sera le moins important. Donc, c'est pour cela qu'avec la rayon de stabilité, on gère un peu ce cas, puisqu'on essaye de gérer toutes les faces équitablement. Voilà, je pense que ça répond. Après, nous, on est parti sur quand même un problème où on considère que les cibles sont soit alliées, soit neutres, donc ne vont pas chercher non plus, par exemple, faire exprès d'être en retard ou exprès d'être en avance. Oui, mais c'était pour améliorer la robustesse de la solution. Hein. C'était pas dans le cadre d'une vraie compétition entre bon, merci, j'aimerais. Merci encore pour toutes tes réponses claires à toutes les questions que j'ai entendues. Je vais prendre la parole avant tes encadrants. D'accord. Je vais te poser que 2 questions parce que je pense que tu vas commencer à fatiguer. Alors, tu as présenté les perspectives dans ton manuscrit, mais finalement, ce n'en sont pas puisqu'elles sont terminées. Donc, est-ce que tu en as d'autres? Oui, bon, comme je l'ai mentionné, enfin, si je devais étendre ces travaux, évidemment, c'est sur la partie 2, gérer l'incertitude spatiale, donc proposer plus des ensembles de chemins de secours pour des faces et trouver quelles seront les faces intéressantes, c'est-à-dire avec une incertitude, enfin pas trouver des chemins de secours pour toutes les faces d'une instance, mais plus celles qui justement seraient pas trop loin de la trajectoire spatiale au cas où la déviation, au cas où la cible se dévie. Donc il pourrait y avoir ce premier point. Sur la partie 3, évidemment, il y a aussi le cas de plusieurs cibles à rechercher. Donc ici, la question c'est est-ce qu'on considère tout simplement la somme des probabilités de louper les cibles? Dans ce cas-là, je pense que la méthode de résolution du problème en lui-même ne va pas beaucoup changer. Est-ce qu'on considère plutôt un min-max, donc essayer de minimiser la cible qui a le plus de chances d'être loupée? Donc dans ce cas-là, le problème il devient totalement différent, enfin il devient plus complexe surtout. Donc ça, c'est une des perspectives qu'on peut envisager vraiment, enfin une généralité qui semble assez évidente sur le problème 3. D'autres perspectives, bon, j'en ai d'autres, mais je les ai pas. On voulait aussi utiliser le visualisateur de l'ensemble de capteurs. Pardon? CapCarbon, voilà. On voulait utiliser CapCarbon pour justement montrer
Donc c'est sur le problème de surveillance de cible. Donc CupCarbon, c'est un logiciel qui permet donc de visualiser concrètement une application capteur, c'est-à-dire que l'on récupère par exemple la map d'Angers ou de Montpellier et on peut répartir nos capteurs. Les capteurs vont avoir des vraies portées de surveillance qui vont dépendre par exemple des bâtiments qui peuvent cacher la vue, etc. Donc on pensait utiliser cela comme vraie application, enfin comme véritable moyen d'illustrer, d'appliquer notre ensemble de capteurs, notamment pour la partie 2, où on pourrait s'amuser avec une souris, par exemple, à prendre notre cible et la mettre en retard, la mettre en avance, etc., pour voir comment peut réagir notre méthode. Donc ici, ce serait plus montrer concrètement l'application des travaux partie 1, partie 2, ensemble sur un visuel, et pour voir quelles seraient comment dire, les problématiques qu'on n'aurait pas observées dans une instance concrète. Pour ce que y a ça. Et alors, donc, parmi toutes une dernière question plus intéressée, parmi tout ce que tu as fait là, est-ce qu'il y aurait des choses qui te paraisseraient être utilisables, enfin, que tu pourrais exploiter dans le cadre de ton postdoc, donc, qui démarre mercredi. Donc, pour information pour les membres du jury, ce postdoc concerne la résolution d'un problème combiné d'optimisation de maintenance et de tournée de technicien. Alors c'est une bonne question. Le problème, bon, avec la tournée de techniciens et de la maintenance, évidemment, on ne parle plus de capteurs. Bon, même s'il y a des capteurs dans les appareils pour savoir quand c'est qu'ils sont défaillants, mais c'est pas le même type de problème. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on peut peut-être au moins utiliser des notions. Donc pour la tournée de véhicule, peut-être récupérer un peu sur comment dire, peut-être essayer de trouver des points communs avec la recherche de cibles, par exemple. Où il faudrait sélectionner quelles seraient les machines à faire une maintenance. Et en plus, si je ne me trompe pas, sur le problème de maintenance, on va avoir aussi des probabilités, puisqu'on aura certaines probabilités que la machine tombe en panne bientôt ou pas. Donc, on se retrouve un peu sur des notions similaires, sur des approches probabilistes, sur donc des besoins de visiter certaines machines plutôt que d'autres, et des tournées de véhicules. Donc, je pense qu'on peut retomber plus sur la partie 3 que je dirais sur la partie 1 ou la partie 2, évidemment. Évidemment, peut-être trouver aussi des chemins de secours. Au cas où une machine est défaillante, pourquoi pas envisager un chemin de secours qui nous forcerait à changer la route d'un technicien pour le forcer à passer par une machine. Je pense être une des idées. Très bien. Alors, Marc, tu veux peut-être, je ne sais pas si tu as des questions, mais tu veux peut-être intervenir. Non, j'ai pas de questions. J'ai eu un immense plaisir et honneur de travailler avec Florian pendant ces années dans un contexte qui est pas facile, puisque Florian était encadré par André quand il était à l'université d'Angers. Puis André a eu une mutation sur Paris. Et donc Florian s'est retrouvé tout seul. Et pourtant, malgré cet isolement géographique, on a réussi à mettre en place un suivi important, et Florian s'est tenu à ce suivi, ce qui a permis aussi de poursuivre ce suivi quand il était au MIT à distance. Et finalement, on voit qu'on avait anticipé sur cette crise sanitaire dans notre façon de travailler. Donc, je voudrais juste le remercier. C'est un étudiant qui a une qualité exceptionnelle et à la fois scientifique et humaine. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi, Florian. Donc, merci pour ces anecdotes. Plaisir partagé. Merci. Pardon. André. Merci. Moi, je remercie effectivement pour tout ce que tu as fait pendant ces 3 ans. Je voulais, comme la marque l'a indiqué, souligner ta grande autonomie, qui, sans cette autonomie, je pense que la thèse n'aurait pas pu se terminer dans les délais impartis. Au moment où je quittais Angers, d'ailleurs, ton comité de suivi de thèse, qui était composé par Xavier Gambipeux et Robert Mandola, nous avait d'ailleurs clairement indiqué que le fait que tu poursuives ta thèse dans un laboratoire sans encadrant sur place était un point de vigilance très important. Ouais. Ils avaient raison. Et heureusement que tu avais suffisamment de maturité pour travailler, j'ai envie de dire, seul et être force de proposition. Tu n'attendais pas qu'on te suggère les idées, c'est toi qui les amenais chaque semaine. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé. Je voudrais remercier le LERIA qui t'a accueilli pendant ces 3 ans. Également l'école doctorale qui t'a permis de faire ce déplacement très intéressant au MIT, puisque tu as bénéficié d'un support également. Donc, puis merci à l'ensemble des collègues qui t'ont permis de donner des cours et finalement de continuer ta thèse dans des conditions les meilleures possibles. S'il
fallait souligner quelque chose de moins positif dans tout ça, c'est peut-être l'écriture. Donc l'écriture, je pense que c'est encore un domaine dans lequel il faut que tu progresses, et c'est normal, je pense qu'on a tous besoin de progresser dans ce domaine. On a tous besoin d'écrire des articles encore meilleurs. Donc je pense que tu as conscience que c'est un point important, d'écrire le plus vite possible des choses le mieux possible. Tu as fait des progrès importants en 3 ans. Je pense que c'est là peut-être que tu as une marge de progression. Tu en as aussi sans doute ailleurs, mais je veux dire que voilà, tu nous as montré qu'au côté programmation, nous, on n'a jamais regardé une seule ligne de code. Tu as toujours géré tout ça en totale autonomie et il n'y a jamais eu de soucis. Quand il y avait des bugs, tu les trouvais toi-même et tu les corrigeais toi-même. Donc, ce point de vue-là, on ne peut pas dire de faire des progrès, parce qu'à mon sens, voilà, tu maîtrises déjà parfaitement cet outil. Pour ce qui est de la production d'idées nouvelles aussi, je te félicite encore pour avoir vraiment réussi à gérer ça tout seul. Et surtout, d'avoir pu partir au MIT, d'avoir récupéré là-bas un problème qui était assez différent, tu l'as expliqué, de ce que tu avais fait, d'avoir su te l'approprier dans un contexte qui était nouveau pour toi aussi, d'avoir pris en main tous les solvers qu'on te disposait sur place, et d'avoir maintenu par toi-même le lien avec Patrick, que je remercie encore d'être présent, parce que c'est toi qui as fait l'interface, c'est toi qui lui communiquais les avancées dans lesquelles tu étais. Donc pour moi, ce sont des qualités d'autonomie qui sont vraiment très rares au niveau d'un doctorant. Donc je te félicite, et j'espère que tu sauras jouer sur tes points forts pour améliorer aussi les points qui méritent, je pense, de l'être, pour aller encore plus loin et, voilà, et faire une belle carrière d'enseignant-chercheur, si c'est vers là que tu veux t'y diriger. C'est ça. Voilà, donc encore une fois, bravo et merci. Merci. Très bien. On va maintenant délibérer. Donc, vous allez tous devoir sortir. Je vais peut-être couper le panopto du coup.